Bon, salut à tous. J'espère que vous êtes chauds parce qu'on s'apprête vraiment à vous donner de l'or en bas. Je vous présente du coup Mokhtar, mon associé. Enchanté. Ça y est, vous Salut voyez, tout le monde. vous le voyez enfin. Vous pouvez enfin mettre un visage sur le nom. Donc Mokhtar, c'est un doctorat en biomécanique, un doctorat en neurophysiologie. Bref, c'est des années d'expérience dans la performance. En bref, une machine de guerre venue du futur. Merci. Donc, vas-y, partage l'écran. On va vous montrer un peu de quoi on va parler ce soir. Tac. Alors déjà, je vais repartir là-dessus. Excusez-moi un petit peu. L'écran. Déjà, je vais remettre Ça marche. hop, On va faire un beau petit truc. présentation. Nickel. Par là-dessus. Les aléas du tech. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ça devrait être bon normalement. Donc voilà, on va surtout parler de neuroplasticité, d'épigénétique, on va parler des crises et d'opportunités, surtout du Covid et de celles qui vont arriver encore. Et on va parler de tout ce que vous voyez à l'écran là. Donc, on ne va pas vraiment attendre que les retardataires se connectent parce que on a vraiment beaucoup à dire. Donc, on vous invite vraiment en fait à rester jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner des pépites tout au long de ce webinaire. On avait aussi prévu de vous donner un e-book ultra puissant. Mais bon, on s'est dit qu'il fallait déjà digérer cette conférence, donc on va attendre un peu. Je pense que ce sera mieux. Et parce qu'on va vous apporter vraiment un contenu neuroscientifique appliqué au business et au développement. Donc, paniquez pas, d'accord? On va démystifier l'approche des neurosciences en vous la rendant justement accessible sans non plus la vulgariser. C'est ça, c'est important. Donc, très important. Cherchez à comprendre sans tout retenir, parce que votre inconscient s'en chargera. Ils me disent, tu vois ça. Déjà, rappelez-vous aussi que le néocortex est fait pour réfléchir, pas pour mémoriser, d'accord? Donc, déjà, sachez qu'on est conscient que vous avez consommé un peu partout, d'accord? Mais que pourtant, vous n'avez toujours pas de résultat vraiment significatif. Donc, tout simplement parce qu'en fait, il y a déjà une vraie différence entre le mouvement et l'action. Et on va parler de ça d'ailleurs. Mais passer à l'action, c'est pas anodin, c'est pas facile. En plus, tout le monde parle de méthode, de stratégie. Alors, des stratégies qu'on connaît tous, que ce soit la stratégie de contenu, qui est devenue complètement dénaturée avec le temps. Parce qu'à la base, en fait, la vraie stratégie de contenu, ça veut dire donner du vrai contenu, d'accord? Pas simplement un truc marketing qui n'a pour but que de vendre. Si on va du côté de ceux qui parlent de créer, par exemple, une communauté, ce qui se garde bien de vous dire, c'est qu'on ne crée pas une communauté en 2 jours, d'accord? C'est une stratégie qui prend du temps. Et en plus de ça, personne ne parle vraiment de comment engager une communauté parce que le cerveau humain, justement, il est bien plus complexe que ce que tout le monde croit. Et pour faire passer quelqu'un à l'action, déjà, il faut comprendre comment il fonctionne. Mais alors, pour faire passer une communauté à l'action, il faut comprendre comment il fonctionne en privé, mais aussi en groupe. Et donc, c'est bien plus élaboré que ce qu'on veut bien vous faire croire. Donc, on peut parler aussi de la stratégie du étiquette. D'accord? En ce moment, c'est la mode de ouf. En fait, finalement, c'est qu'un mix de toutes les stratégies qui fonctionnent à l'époque et qui commence vraiment à se tarir. Et le high ticket, c'est comme toutes les stratégies, ça va se tarir avec le temps. Donc, les stratégies, ce n'est pas le problème, d'accord? Si vous voulez vous en sortir, il ne faut pas comprendre une stratégie en particulier, mais il faut comprendre justement les leviers neurologiques qui sont associés à ces stratégies. Et ça, justement, ça fait partie des secrets que personne ne vous dit, premièrement, parce que peu de gens le savent, d'accord? Et ceux qui le savent, ils ont cherché le savoir chez les neuroscientifiques, tout simplement. Parce que voilà pourquoi nous, on travaille avec des laboratoires en neurosciences. Voilà pourquoi on fait des tests aussi dans ces laboratoires. Et deuxièmement, parce qu'en fait, personne vous en parlera parce que ça vous garde dépendant, d'accord? Ça vous garde dépendant de ceux qui mettent au point justement les stratégies. Et vous avez bien vu que très régulièrement, on vous vend une nouvelle stratégie révolutionnaire. Et pour être honnête avec vous, j'ai cru moi aussi à l'époque, d'accord, à mes débuts surtout, je pense qu'il y a des témoins ici, à ces stratégies révolutionnaires et je m'en souviens très bien de ce qu'on ressent. D'accord, c'est ultra sexy, on sent vraiment que c'est perspicace, on commence à s'imaginer, nous aussi, pouvoir avoir un business qui génère des millions. D'accord, on sent qu'on va enfin pouvoir aider énormément de monde. D'accord, on se dit que c'est vraiment ça qui manquait et qu'on a enfin trouvé le secret qui va nous propulser. Et petit à petit, on fait exactement ce qu'on nous dit de faire. Au départ, on persévère et finalement, on se dit que c'est notre faute. Et puis, parfois même, finalement, en fait, on se dit que c'est pas pour nous. D'accord. Et le pire, c'est qu'on continue de faire la même chose jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous vende la dernière stratégie et puis c'est reparti pour un cycle et ça s'arrête jamais. Donc, ensuite, il nous parle aussi de mindset. C'est clair. D'accord. De développement personnel, tout ça. Mais finalement, en fait, personne ne vous prépare à appliquer ces méthodes qui, justement, en fait, c'est comme si on vous expliquait parfaitement comment faire la guerre. Mais si vous n'êtes pas préparé physiquement et mentalement, vous n'allez pas survivre longtemps. Et donc, justement, l'essence de notre travail, c'est de se concentrer sur l'humain
et la compréhension même de l'humain, parce que tu ne peux pas préparer quelqu'un si tu ne le comprends pas. C'est impossible. Et Mokhtar en parlera tout à l'heure. C'est complètement impossible. Et là où certains activistes justement du marché proposent une approche, on va dire, légère au niveau du développement, nous, on va en profondeur parce que c'est primordial. Et comme tout le monde se ressemble et fait la même chose, nous on appelle ça la stratégie du clone avec Mokhtar, les outils et les process ne suffisent plus. Il faut vraiment un changement profond. D'accord? Donc voilà pourquoi on remodélise le business à l'image d'un cerveau, si on peut dire ça comme ça. On prépare les personnalités à pouvoir justement exploiter le système d'une manière ultra optimale. Et donc, ce qui fait que beaucoup de gens sont déçus par les accompagnements et les formations qu'ils achètent, c'est que ces produits en fait ne prennent pas en compte la personne dans sa profondeur. D'accord? C'est binaire. C'est marche ou crève, c'est bouffe ou casse-toi. D'accord? Et donc, ça devient difficile d'avoir un business qui génère des vrais revenus dans ces conditions. Tout est flou, ça manque vraiment, ça manque de résultats, ça manque de structure. Et ce brouillard-là, justement, eh ben, ça génère des blocages aussi bien émotionnels que neuropsychologiques. Et donc, en plus de ça, il n'y a plus d'abandon possible. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez investi énormément en temps et en argent, mais pourtant, il n'y a pas vraiment de réussite palpable. D'accord? On communique beaucoup sur les réseaux. Beaucoup de gens, en fait, ne vivent pas de l'entrepreneuriat. C'est faux. D'accord? En fait, vous êtes mis dans une position de consommateur et vous n'avez pas d'autre choix que de remédier à vos échecs, justement, pour sortir en fait, de cet état végétatif. C'est comme ça. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Et les gars, va vraiment falloir arrêter de faire confiance aux mauvaises personnes. Parce que pour avoir de vrais résultats, il faut véritablement comprendre et optimiser son cerveau. Et en fait, on est à l'ère de l'information. Et l'ignorance est un choix. Ça, on en est au courant. L'ignorance est un choix à notre époque. D'accord? Aujourd'hui, on a accès à l'information et au savoir qui était à l'époque détenu par une espèce d'élite, d'accord, par des autorités. Et ça maintenait une distance entre la masse, justement, et les élites. Et la technologie, petit à petit, en fait, va combler cet écart. D'accord? Et il y a un changement de conscience, d'accord, universel en ce moment. Tout le monde assimile des infos rapidement, mais ça provoque des paradigmes qui, justement, déstructurent les systèmes et les modèles, justement, à notre époque, ne suffisent plus. D'accord? Il faut aussi, ça ne suffit plus de savoir comment, il faut savoir comment faire. D'accord? Et encore aujourd'hui, la plupart des gens adorent l'information. Ça donne l'impression, en assimilant, d'être en mouvement, mais il y a une forme en fait de réticence générale. C'est tout à fait ça. Surtout pour la mettre en pratique. D'accord? Et comme on disait au début, il y a une vraie différence à cerner entre le mouvement et l'action. C'est deux choses complètement différentes. Et à côté de ça, il y a aussi une minorité, et j'espère que vous en faites partie, d'accord, qui veulent donner plus de temps à l'instruction et à comment la mettre en pratique pour justement la personnaliser. Et bon, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, partager l'écran. Donc, il faut savoir que c'est bon. Neuroplasticité, on va rentrer un peu dedans. Ok. Il faut savoir en fait qu'apprendre comment maîtriser son attention, par exemple, et ça permet de créer des nouvelles expériences qui vont modifier les circuits neuronaux du cerveau. En gros, il faut apprendre à créer des nouvelles connexions, tout simplement, des nouvelles expériences, et justement ensuite les modifier. Et l'émotion, en fait, c'est le prix d'une expérience et de son expression chimique. En gros, on enseigne à notre corps ce que notre cerveau a intégré en termes de savoir. D'accord? Et le résultat de tout ça, c'est que le savoir s'inscrit dans les gènes. Là, on met un pied dans ce qu'on appelle l'épigénétique, clairement. Donc, il faut donner l'opportunité en fait aux gens d'aller au-delà d'eux-mêmes et de vivre de nouvelles expériences. Et c'est ça le problème, d'accord? Il faut adapter la science pour que les gens puissent la comprendre et l'appliquer pour conditionner chimiquement et leur cerveau et leur corps. Et donc, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un grand intérêt pour l'épreuve et pour la science. On le voit de plus en plus. Elle est importante en fait dans le sens où elle fait le lien entre la partie logique et la partie émotionnelle du cerveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science, elle rassemble une communauté et c'est le langage justement qui permet de comprendre en rassemblant les neurosciences, la psychologie, comme on disait tout de suite, l'épigénétique et même la physique quantique. On va jusqu'ici. D'accord? Donc la science, en fait, elle montre des faits et les gens sont plus disposés à y croire, contrairement aux preuves apportées par la culture, par la tradition, même par les religions. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, la science, elle permet d'unifier justement pour que les cerveaux puissent se transformer en une heure, en régulant seulement leur état émotionnel. Et on a même des transformations génétiques en moins d'une semaine. Et ça, c'est vraiment mesuré. Et beaucoup ont tendance à complexifier tout ça, à complexifier la science, mais finalement, comme disait Herbert Spencer, c'est ça, un sociologue, il est mort début 20e, il disait la science, c'est du savoir organisé. Et c'est tout à fait ça. Donc concrètement, en quoi nous, ça nous intéresse? Si les gènes sont stimulés correctement, ils s'améliorent. D'accord? Et s'ils s'améliorent, ils produisent des protéines de qualité. Et les protéines, elles sont responsables en fait de la structure et du fonctionnement du cerveau. Et donc, ce que vous devez comprendre, c'est que toutes les infos qui proviennent de l'extérieur de la cellule stimulent
et modifie ses propriétés internes. Et donc, par exemple, l'hormone du stress, bah, elle provoque une régulation justement de la cellule et ça la réduit à la baisse en fait. Et du coup, on va fabriquer une protéine justement de moins bonne qualité, tout simplement. Et les gars, retenez bien ça en fait. Comment vous pensez, comment vous vous sentez va créer votre état d'être, d'accord? Et votre état d'être, il va déterminer les résultats que vous aurez dans votre business et même dans votre vie entière, tout simplement. Et la plupart des gens, ils commencent la journée euh, en réaffirmant inconsciemment leur état d'être du passé. Donc, un passé familier qu'ils connaissent déjà, d'accord? Et ils vont donc inévitablement, il n'y a pas, voilà, y a pas d'autre choix, il y a un futur prévisible. Et ils vont au travers même des mêmes habitudes. Donc, en fait, les journées se ressemblent. Et donc, ils consomment des nouvelles formations, des nouveaux accompagnements, et finalement, eh ben, c'est leur corps qui finit par être accro, puisqu'en fait, ils en ont fait une habitude. Mais cette habitude, en fait, ça les fait stagner. Et ça, c'est vraiment en fait possible de changer la donne. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Il n'y a rien de perdu. Regardez, en fait, pendant longtemps, on a cru que l'information génétique, avec laquelle on essaie, elle était immuable. Mais on pensait que c'était une sorte de programmation définitive, c'est ça? Voilà. Alors qu'on pensait que c'était décisif, que notre destin était scellé. Mais c'est absolument pas vrai, en fait. C'est complètement faux. D'accord? Donc maintenant, on sait que l'information en fait, génétique, justement, elle a un niveau de flexibilité vraiment conséquent et que ça s'applique à tous les âges. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les vieux n'ont plus d'excuses. C'est exactement ça. Et donc, par exemple, il y a une anthropologue qui s'appelle Susan Lee. Elle a un doctorat en génétique médicale. Elle travaillait, c'est la directrice du MARC, c'est ça, du MARC. Donc, ouais, c'est aux États-Unis, c'est ça. Ouais. Ok. Et en fait, elle, c'est une des premières à avoir parlé de la modification des gènes par la méditation. Et ces recherches, elles montrent justement des changements dans au moins 15 gènes. Dans au moins 15 gènes chez les personnes qui méditent. Ça marche. Et c'est vraiment extraordinaire, en fait, parce que c'est plus que significatif. En gros, elle a fait valoir que la neuroplasticité, donc là, on est en plein dedans, donc cette capacité que le cerveau a à changer en fonction de l'expérience et qui a aussi des effets, en fait, sur le niveau génétique, eh ben, elle dit que le plus intéressant, quand on parle des modifications justement des gènes avec la méditation, bah, c'est que c'est un moyen d'auto-induire justement des modifications profondes par une expérience volontaire. Et il y a aussi l'autre, Michael Minet, c'est ça, à l'université de McGill. Ils ont observé des changements épigénétiques dans le cerveau des rats qui n'avaient pas reçu suffisamment en fait, de soins maternels pendant leurs premières années de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, ça a entraîné un stress chronique chez les animaux dès leur plus jeune âge. D'accord? Et je vous fais le lien avec le business tout de suite, d'accord? Vous allez tout de suite comprendre. En fait, on sait aujourd'hui que le stress chronique, c'est un des facteurs qui a été associé à un grand nombre de maladies chroniques et à plusieurs troubles de l'humeur et même des troubles mentaux. C'est ça. Et il a même été associé au vieillissement cérébral et organique. Et donc, quand on comprend ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens ont perdu leur libre arbitre, justement, qui a été remplacé par une sorte de programme. Et malheureusement, 90% des gens attendent une crise, ou alors une maladie, ou alors une catastrophe ou un traumatisme, justement, pour déconnecter ce programme, alors que c'est possible de le faire dans le plaisir, comme on vient de le voir. Et donc, comprenez justement que les émotions, c'est des enregistrements du passé. Et donc, ce qui a été votre passé deviendra votre futur. Et les émotions, elles activent des circuits qui produisent les mêmes neuropeptides, voilà, qui activent justement après les mêmes hormones, et on rentre dans une boucle infernale. C'est exactement ça. Et donc, si on ne travaille pas sur ce genre de choses, pour notre activité entrepreneuriale, par exemple, eh ben, on va rester et on restera dans les mêmes schémas. C'est exactement ça. Et donc, par exemple, si je donne un exemple, c'est si je pense que je suis nul, bah, je vais me sentir comme un nul. Et je vais commencer à penser comme un nul. Voilà, et donc je vais me comporter comme un nul. Et tu vas avoir des résultats de nul. D'accord. Et si je pense, par exemple, aussi inconsciemment bah, que le business c'est dur, et bah, je vais me sentir comme un incapable de faire du business, donc je vais me comporter comme un incapable et je vais avoir des résultats d'incapable. Et c'est pour ça qu'on trouve que, en fait, les manières de faire de ceux qui vous forment à faire du business sont vraiment pas adaptées parce qu'en fait, ils vous forcent à adhérer à un système, d'accord? Mais si vous ne suivez pas, en fait, vous êtes mis de côté. Et après, on va vous dire en fait que c'est de votre faute. Ça, d'accord, on a parlé beaucoup avec beaucoup de gens qui sortent d'un peu partout et qui culpabilisent, d'accord? Et donc, ça a créé un cercle vicieux qui en fait stagner de plus en plus, d'accord? Mais en fait, je vous rassure, vous pouvez déculpabiliser tout de suite, d'accord? Vous n'êtes pas les seuls et ce n'est pas de votre faute. Par exemple, on a un client diplômé et certifié qui a suivi plusieurs formations et qui se plaint aujourd'hui de ne pas être capable d'exploiter le savoir justement qu'il a acquis et parce qu'il est coincé dans des anciens schémas, tout simplement. Et qu'il est incapable de faire le lien dans l'ensemble de ses connaissances et dans l'ensemble de ses connaissances justement pour pouvoir être suffisamment productif.
Et donc, ça pose un vrai problème. Et il ne comprend pas pourquoi lui rencontre des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation, des problèmes de prise de décision lors de réflexion. Justement, pour reprendre ces mots, bah, il est persuadé qu'il a le cerveau cassé. Et donc, on lui a fait faire on a fait vivre en fait une expérience incroyable en l'espace de quelques semaines, ouais, juste en régulant ses neurotransmetteurs. Exactement. Je vais peut-être du coup, te laisser la parole parce que j'ai un peu monopolisé le début du webinaire. Je veux bien. Donc, bonjour à tous. En fait, pour reprendre un petit peu et pour rejoindre ce que tu disais juste avant, Valérian, l'intelligence d'une personne et le bon fonctionnement de son cerveau sont le résultat et le fruit en fait de sa structure. Et comme disait Einstein, et là je pense que Kevin va apprécier cette citation, si vous jugez un poisson à sa capacité à monter sur un arbre, eh ben, vous allez avoir un problème, aussi bien avec lui qu'avec le résultat qu'il va obtenir. Et en fait, donc on part du principe que la structure d'un individu dépend des pratiques et des habitudes de son cerveau et qu'il a développé au fil du temps et au fil des années. Donc, juste les modalités fonctionnelles et structurelles de votre cerveau, elles peuvent expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir des résultats significatifs avec votre activité. Donc, en fait, à chaque fois qu'il est soumis à de nouveaux stimuli ou stimulus, dites-le comme vous voulez, à travers la pensée et l'activité, le cerveau va modifier ses structures et ses connexions neuronales. Et cette capacité d'adaptation-là, on appelle ça la neuroplasticité. D'accord? Donc voilà. Et donc pour l'ensemble de la communauté scientifique, la découverte de cette capacité constitue une véritable révolution en fait. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on pensait que, effectivement, comme l'expliquais tout à l'heure, qu'au niveau génétique, le cerveau humain était développé dès la naissance et qu'à partir de là, on avait très peu de modifications qui pouvaient être générées ou engendrées par la vie, par les habitudes, par la pratique, etc. etc. Mais l'ensemble des recherches en neurosciences ces 20 dernières années ont mis en évidence en fait trois types de neuroplasticité. On appelle ce qu'on appelle la neuroplasticité de développement, c'est la première, qui elle est associée essentiellement à des facteurs génétiques et épigénétiques. On parlera alors de neurogénèse, de synaptogénèse. Donc, vous inquiétez pas pour les termes, etc. Mais en fait, retenez véritablement le général, c'est-à-dire que le principal, c'est vraiment de savoir que il existe ce type de plasticité, c'est une neuroplasticité du développement. On a également une plasticité de la réparation, une neuroplasticité de la réparation, qui a un intérêt essentiellement plus, on va dire, plus dans le domaine médical et qui s'intéresse aux phénomènes de compensation qui peuvent se produire chez les personnes qui ont eu des lésions cérébrales, chez des personnes qui ont eu certaines maladies, des neurodégénératrices, etc. Ou voilà, en créant par exemple de nouveaux réseaux neuronaux et aussi à travers le vieillissement, donc comme par exemple le phénomène de sarcopénie, pour ceux qui veulent essayer de s'intéresser et rechercher, voir ce que ça signifie. Et enfin, ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. Et c'est celle-là qui nous intéresse et c'est celle-là qu'on veut effectivement à un moment donné modéliser et utiliser pour pouvoir l'appliquer au domaine de la compétence et au domaine de l'entrepreneuriat. On parlera ici en fait de la capacité qu'a le système nerveux à se réorganiser quand il subit un changement. Une transformation, on parle d'une transformation fonctionnelle qui est à la base du processus, aussi bien d'apprentissage que celui de la mémorisation. En résumé, si on veut être clair, toute activité qui va stimuler de près ou de loin suffisamment, de manière intense, le cortex cérébral, en l'occurrence le cerveau, va modifier sa structure et son anatomie. Qu'elle fasse appel à la réflexion, qu'elle fasse appel à l'imagination, aux émotions ou encore au savoir-faire, aux habiletés motrices, tout ça, ça va permettre effectivement à un moment donné de créer cette plasticité et de modifier effectivement sa structure fonctionnelle et même au niveau anatomique. Et donc, on a la certitude aujourd'hui que l'être humain façonne son cerveau tout au long de son existence. Ce n'est pas figé dès effectivement la sortie effectivement d'usine, c'est véritablement tout au long de son existence qui va effectivement remodéliser. Effectivement. Mais par contre, ça nécessite un investissement, ça nécessite effectivement un engagement sur le plan cognitif. Votre cerveau et votre environnement, ils interagissent ensemble et se transforment continuellement. D'accord? Et donc, en améliorant effectivement ainsi votre cerveau, on optimise votre efficacité et également votre performance. Et c'est une réponse de l'évolution à l'adaptation de votre environnement qui nous entoure, enfin l'environnement qui vous entoure. Et c'est également une réponse au vieillissement. Comme disait tout à l'heure, effectivement, nul n'est coupable aujourd'hui. Donc, tout le monde sait qu'effectivement, même le vieillissement, on peut le ralentir. Je me souviens avoir participé à quelques années de ça, à l'époque où j'étais encore en doctorat, à un programme qui s'appelait Better Aging, où il s'agissait effectivement d'améliorer les conditions d'entraînement, d'activité physique, etc., de mettre en place, j'avais participé à la réalisation de ce programme, pour pouvoir faire en sorte d'améliorer les conditions physiques des personnes âgées. Et on avait obtenu des résultats extraordinaires. Maintenant, il faut comprendre que comment fonctionnent et interagissent les différents réseaux neuronaux.
Et là, ça devient véritablement intéressant parce que ça va appuyer ce qu'a dit tout à l'heure Valérian au début de la conférence quand il parlait des problèmes qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur. C'est que la neuroplasticité participe à la formation de nouveaux réseaux. On le sait, et on a un grand spécialiste dans le domaine de la francophonie qui est David Lefrançois, qui a publié énormément de contenu à ce sujet. Et je vous invite effectivement à aller regarder ses vidéos et puis à vous abonner. Et c'est l'un des pionniers en France. Il explique énormément, c'est-à-dire qu'il a vraiment avancé beaucoup de choses, et pareil avec une approche très scientifique. Et donc, ce que la neuroplasticité elle permet, c'est-à-dire en fait, elle va créer la formation de nouveaux réseaux neuronaux. Au moment du développement et de la création, et je parle bien de création, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouvelles habilités, de nouvelles compétences. Et là, en fait, c'est là que c'est important, c'est ce terme de créativité, on l'a repris par exemple dans les travaux d'Antonio Damasio, qui les définit très bien. Il dit que c'est un processus complexe et indispensable au développement de l'être humain. C'est-à-dire, je répète encore une fois, il explique que c'est un processus qui est très complexe et qui est indispensable au développement de l'être humain. Et on parle de la créativité. On parle de la créativité. Et la créativité, eh ben, elle est intercorrélée directement avec la neuroplasticité. Il explique que le propre de la créativité serait de rechercher constamment de nouvelles combinaisons neuronales et mentales, d'accord, et d'établir des connexions entre les différentes zones du cerveau qui sont responsables effectivement de nos comment on appelle ça, pardon, de nos fonctions cognitives et puis de nos fonctions perceptives. Alors, comment on peut faire ça? Eh ben, en communiquant entre les différentes zones du cerveau, de manière, et là je vais encore utiliser peut-être des termes qui vont être un peu barbares pour certains, de manière modulaire, de manière transverse et de manière rythmique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer d'activer le cerveau dans son intégralité au niveau conceptuel, au niveau fonctionnel et au niveau structurel. Bref, il faut créer un véritable feu d'artifice cérébral. Donc, si vous ne prenez pas en compte tout ça, et si vous ne savez pas comment déclencher et mettre en action ces processus de créativité, il vous sera impossible d'activer et de maîtriser votre neuroplasticité. Ce n'est pas possible. En d'autres termes, vous pouvez avoir les meilleures stratégies de business au monde, comme expliquait tout à l'heure Valérian, vous ne serez jamais câblé neurologiquement pour atteindre ces objectifs. Au même titre qu'un athlète, par exemple, si on veut faire l'analogie avec le sport, au même titre qu'un athlète doit se préparer, doit préparer son corps, son muscle et puis son mental à la performance, et bien un entrepreneur, eh ben, il doit également se préparer et préparer son cerveau à la performance. C'est obligatoire. Voilà ce qui explique pourquoi certains entrepreneurs vivent une frustration qui peut être parfois morbide. Nous, on vous dit ça parce qu'en fait, on le vit constamment avec les personnes qui rejoignent notre programme et avec lesquelles on travaille. Parce qu'en fait, ils réalisent que tout ce qu'ils ont investi en termes d'argent, en termes de temps, etc., encore l'argent, ce n'est pas un problème, on peut le récupérer, mais le temps, il est incompressible. Une fois qu'il est parti, il a disparu. Donc, tout cet investissement dans ces formations jusqu'à maintenant, elles ont été complètement inefficaces, d'accord, et donc inadaptées. En fait, c'est véritablement ça. C'est le terme qu'ils utilisent et qu'on retrouve souvent, c'est que il est inadapté. En fait, ils se disent, j'étais pas adapté à ce programme ou je n'arrive pas à appliquer effectivement. Et ils culpabilisent, comme tu disais tout à l'heure. En fait, ils culpabilisent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est clair, c'est juste pas adapté aux spécificités de leur cerveau. Donc après, c'est clair, ça devient compliqué. Retenez aussi qu'en fait, votre cerveau, il renforce les connexions entre les différents neurones qui sont régulièrement utilisés, ce qui les rend plus efficaces et plus rapides dans les opérations. Mais toutes les connexions en fait, qui ne sont pas utilisées, ben, petit à petit, elles vont venir à disparaître. Elles vont venir à être éliminées et puis venir à disparaître. Exactement. Et en fait, tout ça, ça va vous maintenir dans un état d'inefficacité. Tout le monde vous dit que vous pouvez atteindre des résultats extraordinaires, incroyables, qu'avec Internet, etc., c'est génial, c'est super intuitif, c'est simple, etc., etc. Et voilà. Je pense que la question est répondue. Voilà, on ne va pas faire de la pub pour d'autres, mais vous savez qu'en fait, que la réalité, elle est tout autre. Et que si vous restez dans ce mode de vie confortable, routinier, avec très peu de nouveaux stimulus, d'accord, ou de stimuli, pardon, votre cerveau, il s'adaptera peu. Et il sera donc beaucoup moins performant et beaucoup moins efficient, d'accord. Mais si au contraire, vous choisissez d'apprendre de nouvelles choses en permanence, en vous engageant dans de nouveaux défis, dans de nouveaux challenges, dans de nouveaux, entre guillemets, dans de nouveaux exercices cognitifs, etc., de nouveaux exercices cognitifs, vous allez remodeler la structure de votre cerveau et vous allez l'améliorer. Et croyez-le ou non, toutes ces personnes qui vous vendent ce genre de concept passent leur temps à travailler très dur. Ça, c'est une évidence, quoi. C'est une évidence. Bon, on leur donne des petits tips pour manger tout ça. Avec plaisir, on est là pour ça. On donne de la puissance un peu, on a fait une introduction qui était peut-être un peu longue, etc. Mais en fait, c'est une entrée en matière c'est un cadre. C'est un cadre de référence qui est pour nous nécessaire pour pouvoir un peu vous expliquer dans quel domaine on vit et dans quel champ d'action
on intervient. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, il y a 4 choses que vous pouvez faire pour continuer à développer votre cerveau, ou même pour commencer à développer votre cerveau. Déjà, il faut savoir que la stimulation est la clé. D'accord? C'est pour ça que le mot stimulus est véritablement important dans notre domaine. À chaque fois qu'on veut effectivement à un moment donné analyser, eh ben, on met le cerveau ou on met l'individu ou l'humain face à un stimulus. Et on regarde effectivement son comportement et on évalue effectivement son attitude et sa réaction face à ça. Donc déjà, il faut savoir que le facteur principal du bon fonctionnement du cerveau, c'est son utilisation. Plus vous le stimulez, et plus il va y avoir de connexion neurale, comme j'ai dit juste avant. Et plus il y a de connexion, et plus son fonctionnement va être optimisé. On le répète beaucoup, mais on ne l'applique pas assez. Vous devez enrichir votre environnement. Quand je dis enrichir votre environnement, si vous construisez un environnement stimulant, et c'est ce qu'on fait par exemple avec certaines méthodologies ou certaines pédagogies chez les enfants, si vous construisez un environnement stimulant qui vous aide à vous engager régulièrement votre cerveau, vous allez rendre plus simple sa stimulation. D'accord? Petit à petit, vous allez vous rendre compte que votre cerveau réagit beaucoup plus vite. Et votre environnement peut être riche, comme vous voulez en fait, socialement, physiquement, sensoriellement, même nutritionnellement, c'était un peu compliqué à dire. Et s'il vous plaît, vous êtes en capacité de maîtriser votre environnement. C'est-à-dire que, en fait, le secret, c'est de maîtriser et d'arrêter, je le répète, on le répète très souvent, d'arrêter d'essayer de contrôler son environnement. Il est impossible de contrôler le vent. Mais par contre, vous pouvez maîtriser ses effets, créer de l'énergie. C'est pareil pour votre environnement. Ensuite, soyez méthodique, comme c'est marqué, persistant et répétitif. D'accord? De manière générale, l'activation répétée des neurones facilite la communication entre eux. Et ensuite, ils forment des réseaux. D'accord? Alors, lorsqu'on active de façon répétée un réseau, eh ben, on le renforce. D'accord? Et neurologiquement, rien ne résiste à la répétition. J'ai repris ta phrase. Donc, il faut prendre soin de son cerveau pour qu'on puisse en fait l'exploiter au maximum de ses capacités. Comme on disait tout à l'heure, le stress, surtout le stress prolongé, parce que le stress à court terme peut avoir effectivement des effets très bénéfiques. Et il y a beaucoup d'études qui le prouvent. Bref, le stress à long terme va impacter très négativement les performances cérébrales. Et qui est stressé à long terme? Ben, les entrepreneurs, ils subissent ça à longueur de temps, d'accord? Un stress chronique, d'accord? Il faut avoir également un bon sommeil. Alors, quand j'ai bien dit un bon sommeil, pas un long sommeil. En ce qui nous concerne, ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années qu'on dort entre 4 et 5 heures par jour. Et donc, un bon sommeil et une activité physique journalière, ça apporte effectivement des véritables atouts. En plus, entre guillemets, ça va vous permettre d'améliorer votre motivation, votre discipline, votre focus, votre concentration, pour pouvoir faire en sorte d'utiliser ce qu'on appelle les mécanismes d'influence de la réponse positive et négative d'une décision. Et ça, encore une fois, par exemple, il ne suffit pas de répéter machinalement une chose pour qu'elle soit acquise, comme on essaie d'entre guillemets, de vous enseigner à travers la méthode Coué, etc., ou d'autosuggestion, etc. Ça active automatiquement votre système homéostasique, d'accord? Et ça provoque quoi? Une résistance au changement. C'est-à-dire que, par contre, si vous énoncez vos objectifs en y mettant une logique d'intention et d'évolution, et si vous couplez ça à de la visualisation, en imaginant la manière vraiment détaillée en train de réaliser, par exemple, en train de réaliser des actions, d'accord? C'est ce qu'on fait par exemple avec certains athlètes quand on leur fait faire des exercices de visualisation. Eh bien, vous obtenez des résultats significatifs et avec en plus de ça un niveau d'engagement et de satisfaction bien plus élevé. D'accord? Parce qu'encore une fois, sur le plan neuronal, on a cette capacité à changer, à reconfigurer les circuits cérébraux. Et c'est là toute la question du changement en fait. C'est là que prend racine en fait cette fameuse dualité entre être en mouvement et être en action. Parce qu'on répète une action, parce que quand on répète une action depuis un certain temps et que ça devient une habitude, d'accord, au point que ça devienne une habitude, eh ben, on consolide ces réseaux et ces circuits cérébraux et qui sont responsables de cette action. Et dans le jargon, on appelle ça une autoroute neuronale, d'accord? Et l'activation de ces autoroutes, de manière répétée, vont permettre effectivement de vous mettre en mode pilotage et de créer en fait cette habitude automatique et qui va vous permettre de vous délester au niveau neuronal. Et toutes les méthodes d'autosuggestion, d'accord, qu'on vous enseigne depuis maintenant suffisamment longtemps et qu'on nous a même enseigné à nous, elles ne suffisent pas, car c'est impossible de s'intéresser au changement sans se questionner sur le cerveau et sa plasticité, sa capacité de résilience. D'accord? Et si on s'interroge sur ce que s'appelle la résilience, nous, une des références, c'est Boris Cyrulnik, et il l'a décrit en fait comme l'art de naviguer dans des torrents. D'accord? Donc, il faut être efficace pour ça. Il faut être efficace pour ça. Et donc,
en fait, en étudiant le cerveau, on ouvre le champ des possibles. En décryptant son fonctionnement, on permet de mieux appréhender aussi bien le passage à l'action que notre créativité et nos échecs. On peut aussi se concentrer sur l'essentiel et savoir que, en fait, c'est quoi l'essentiel? C'est le sens de nos actions. Et si on reste sur le postulat de départ, qu'on avait dit juste avant, que dire que la neuroplasticité, elle suggère, par exemple, que la pratique, l'intention, la répétition, l'expérience peuvent changer à la fois la structure anatomique et son organisation et sa structure physiologique, on peut donc affirmer avec conviction que l'individu ne cesse d'évoluer quand il change son comportement en fonction des situations et des problèmes rencontrés. Exact ou pas? Tu viens de donner le secret. Et je viens de donner l'un des secrets. Donc, on comprend aussi l'importance de faire attention à des petites choses comme votre alimentation. C'est vrai, on s'imagine que ce n'est pas grand-chose. La gestion de son stress, votre activité physique, aussi minimale soit-elle. Les relations, la gestion de vos relations avec vos proches, avec vos collaborateurs, avec vos associés, avec vos voisins, peu importe. La gestion de vos émotions, qui est effectivement un pilier. Votre supplémentation, parce qu'effectivement, à un moment donné, votre alimentation, on ne trouve pas l'intégralité de nos besoins sur le plan au niveau neuropeptide à l'intérieur. Donc, parce que tout ça, ça a un impact sur le cerveau. Et rappelez-vous que cette équation simple de notre ami Martin Latulippe, qui résume à merveille, petit fois beaucoup égale souvent. Souvent égale beaucoup. Un partout, là, tu as monopolisé la parole, c'est vraiment maintenant. Et effectivement, je voulais dire, sortir de sa zone de confort, même si nous, on préfère appeler ça une zone de confiance, parce qu'en fait, ça n'a rien de confortable d'être dans un endroit qu'on déteste. Ça n'a aucun sens, cette expression. Enfin bref, c'est très fatigant. Pourquoi? Parce que le cortex préfrontal, justement, il doit travailler pour s'adapter à la nouveauté. Et parce qu'en plus de ça, il faut voilà, c'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut organiser ses journées et ne rien faire, justement, est dédommageable. D'accord? Pour nos neurones, comme tu disais tout à l'heure, ce qui ne fait rien meurt. Ce qui n'est pas utile dans le corps meurt. Parce que si on ne fait rien de sa journée, justement, et qu'on n'est pas stimulé sur le plan cognitif, il faut savoir que le réseau, justement, par défaut, donc c'est-à-dire le pilotage automatique, comme je disais tout à l'heure, mais le mauvais, d'accord, s'active et va stimuler des zones du cerveau, justement, qui vont faire ressurgir toutes les ruminations et les mauvaises pensées du passé. Donc, en fait, votre passé va influencer votre futur, d'accord? Et donc, c'est pour ça que vous allez faire les mêmes erreurs, parce que vous réactivez toutes les mêmes ruminations, d'accord? Et donc, oui, le business, c'est plus simple que ce qu'on veut bien vous dire, mais ça nécessite effectivement quand même des efforts et des efforts sur le long terme. C'est obligatoire. Et encore une fois, c'est une histoire de juste milieu. On a un problème avec ça. Il faut aussi apprendre à reposer son cerveau quand même. Et pour reposer son cerveau, il faut faire certaines activités de manière séquentielle. D'accord? En fait, la révolution de l'intelligence humaine, elle est en route au même titre que l'intelligence artificielle, par exemple. Pour de vrai. Pour de vrai. Et donc, voilà comment partir, en fait, à partir de justement cette meilleure connaissance du cerveau, on peut construire de l'entrepreneuriat plus créatif, plus généreux, plus humain, plus intègre, plus performant et même plus rentable et donner un sens justement plus individuel et collectif. D'accord? Et comprenez bien en fait qu'il y a deux façons d'influencer le comportement humain, la manipulation ou l'inspiration. Et malheureusement, le plus souvent, nos décisions et même nos comportements en fait, sont soutenus par la manipulation. Parce que quand on vous met des promotions sous les yeux à longueur de journée, quand on vous fait peur, ou alors quand on vous met une pression sociale, quand on vous vend de la nouveauté alors que ça n'en est pas du tout, d'accord, on vous manipule. Et sachez que vous êtes manipulé par jour, mais des dizaines de fois, d'accord. Et le problème en plus avec la manipulation, c'est qu'elle fonctionne. mais elle fonctionne qu'à court terme, par contre, d'accord. Et son efficacité, elle se réduit rapidement. On résiste. Et elle finit par coûter de plus en plus cher. Regardez, par exemple, est-ce que vous saviez que dans les années 90, il fallait que vous soyez exposé entre 2 à 5 fois à un produit avant de l'acheter, d'accord. Et maintenant, vous devez être exposé entre 17 et 20 fois à un produit avant de l'acheter. Et ça va être de pire en pire, d'accord. Regardez, par exemple, maintenant, en moyenne, le coût par clic sur Facebook n'arrête pas d'augmenter. Je voyais encore un post tout à l'heure. D'accord. Donc c'est ça, c'est parce qu'ils font appel à de la manipulation. Et donc l'alternative à la manipulation, comme je vous disais, et c'est en plus la vente de demain. C'est la vente de demain. Et tout le monde devra s'aligner s'ils veulent survivre, qui en plus de ça assure d'excellents résultats sur le long terme. C'est comme je viens de vous le dire, l'inspiration. Et les leaders, justement, qui arrivent à inspirer les gens, qui agissent et qui communiquent en utilisant ce que Simon Sinek appelle le cercle d'or, c'est ça, sont clairement en avance. On voit qu'il y a des questions. Par contre, on répondra aux questions à la fin.
parce qu'on doit vraiment dérouler pour que vous compreniez. À la fin, on répondra aux questions. Parce que je sais pas si tu as vu, il doit y avoir je sais pas combien de trucs. D'accord. Donc voilà. Ensuite, on disait quoi? On entend bien, nickel. On parlait de quoi? De Simon Sinek, le cercle d'or. C'est ça. Et donc, la plupart des gens, en fait, et des entreprises, quand ils agissent et quand ils communiquent, ils le font dans cet ordre. Ils commencent par le quoi. Le quoi. Donc ça, tout le monde sait expliquer ce qu'il fait. J'espère, en tout cas. Ensuite, très peu passent au comment. D'accord? Comment ils font ce qu'ils font. Et ensuite, donc c'est-à-dire expliquer en quoi ils sont meilleurs que les autres. Même si, en fait, le mieux serait d'expliquer surtout quel avantage et bénéfice le client ne trouvera pas ailleurs. Ce serait le plus logique de faire comme ça. Mais bon. Et ensuite, une toute petite, vraiment une petite minorité, c'est ensuite expliquer clairement le pourquoi elle fait ce qu'elle fait, leur mission, leur cause ou même leur croyance. D'accord? Et on se rend compte en fait que les vrais leaders font l'inverse. Et c'est confirmé par la neuroscience. En fait, j'y reviens après. Mais ils communiquent en commençant toujours par expliquer le pourquoi ils font ce qu'ils font. D'accord? Et ce qui fait que le message, en fait, devient tout de suite beaucoup plus puissant. Et les gens se sentent inspirés à le suivre. Et en fait, cette manière de procéder, elle a autant de puissance parce qu'elle reflète la biologie du cerveau humain, justement. D'accord? Parce qu'en fait, la partie externe, donc le néocortex, d'accord, elle est là, elle correspond au niveau du quoi. D'accord? Donc, elle est responsable de la pensée rationnelle et du langage. Et les deux autres sections, donc, elles correspondent au système limbique, ok? Et même reptilien. Bon, tout le monde, je pense, connaît le cerveau trionique. On n'est pas là pour ça, on entend parler partout. Mais bref, tout ça, ça gère nos émotions, nos comportements et nos prises de décision. Elles correspondent justement au niveau du pourquoi. Et elles n'ont aucun lien avec le langage. Absolument aucun lien avec le langage. Et donc, quand on communique sur le quoi, ce que font justement beaucoup d'entrepreneurs, les gens comprennent les infos. Les gens comprennent les faits. Les gens comprennent les caractéristiques, d'accord, qu'on est en train de leur expliquer. Mais ça n'influence pas le comportement, d'accord, parce qu'on s'adresse au néocortex, justement. Et donc, c'est ça le problème. Alors que quand on commence par le pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, vraiment, en faisant confiance à l'intuition, et on bénéficie justement de toute la puissance du système limbique. Et ça, on ne peut pas le faire par le langage, parce qu'en fait, le système limbique nous fait sentir les choses. D'accord? C'est véritablement un sentiment. Et il nous fait sentir que la décision, c'est cette bonne décision. C'est celle qu'il faut prendre. D'accord? Et donc, si ton pourquoi, ou alors celui de ton organisation, il est clair, il sera beaucoup plus facile, en fait, de prendre la bonne décision pour toi et aussi pour tes clients. Bien sûr. D'accord? Et ensuite, ce genre de choses, c'est d'autant plus primordial de les savoir et surtout de les appliquer dans le contexte actuel. Les gars, on est en post-crise. D'accord? Il y a le prédit ici. On est en post-crise. Et en plus de ça, on n'a pas encore senti les effets de la crise. Mais comprenez en fait qu'on va les sentir dans 5-6 mois. On en parle là? On en parle un petit peu. Vas-y, on en parle, on rentre dedans. Ok. Donc, comprenez en fait que, comment dire, il va falloir vraiment développer de la résilience. Obligatoirement. Il va falloir développer de la résilience à tout prix. À tout prix. C'est primordial. Et vous verrez en fait que les adeptes de la fainéantise stratégique vont couler, d'accord, pour laisser place à ceux qui ont justement la dalle et qui veulent réussir et qui sont prêts effectivement à charbonner dur et de manière stratégique, d'accord. C'est Jung qui disait, justement, il était extraordinaire pour ça. Jung, il était extraordinaire pour ce genre de choses. Il disait quoi? Il disait les crises, les bouleversements et les maladies ne surgissent pas par hasard, d'accord. Ils nous servent d'indicateurs pour justement rectifier une trajectoire, pour explorer de nouvelles orientations, pour expérimenter justement un autre chemin de vie. Il a tout résumé. Le mec a tout résumé. Et d'ailleurs, en plus, on peut facilement observer l'impact justement de cette épidémie, si on peut appeler ça comme ça. Bref, on ne va pas rentrer dans cette porte. Et des mesures justement que le confinement a eu sur la santé même mentale des Français. D'accord? On parle que des Français. On peut parler aussi des Canadiens, des Suisses, bref, de toute la francophonie et même de quasiment tout le monde entier. Et quand on se penche dessus, on arrive assez vite à identifier en fait les plus vulnérables. D'accord? Ceux qui ont une peur chronique de la maladie, ceux qui ne supportent pas que leurs conditions de vie soient un petit peu bouleversées. Voilà, c'était juste un confinement. Il n'y avait pas de guerre. D'accord? Pas encore, en tout cas. Bref, et tous les spécialistes disent le monde se prépare à la plus grande récession depuis les années 30. C'est ça. Il y en a plein, mais on peut citer Tammy Cavage, qui est quand même un spécialiste là-dedans. Et donc, on a vécu ces derniers temps, justement, comme il dit, un choc d'offres et de demandes inédits, justement, dans l'histoire de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, il y a une telle augmentation du chômage au niveau mondial qui va se produire, ce qu'on vous dit depuis quasiment 10 ans. Ça fait quasiment 10 ans sur Facebook qu'on vous le dit, d'accord, la masse, et je dis bien la masse, va s'orienter vers l'entrepreneuriat. Bien sûr. D'accord, de plus en plus. En fait, ça va être vraiment une obligation.
et j'ai mis le prédit parce que je voulais absolument intervenir là-dessus. On va parler un petit peu d'économie parce que c'est quelque chose de primordial pour les entrepreneurs. On a pris actuellement presque 40 millions de chômeurs aux USA. Et en plus de ça, sous la gouvernance de Trump, ce qui est véritablement paradoxal parce qu'on ne peut rien dire. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur des gouverneurs en tout cas, mais ça reste quand même un entrepreneur hors pair. Et il a réussi à remonter au moins l'économie américaine en un temps record. Mais au final, c'est lui qui va hériter de ce bilan catastrophe. Des grands groupes et des grandes entreprises se sont complètement effondrés. C'est-à-dire qu'il y a des baleines qui ont disparu comme ça en l'espace de quelques semaines. Puis regardez, en fait, il y a tous les mouvements sociaux à travers toute la planète, les gilets jaunes, les t-shirts rouges, les Black Lives Matter. Bref, il y a une baisse du tourisme mondial. Je crois qu'on est à plus d'1 milliard. Un mois de touristes en moins, donc je crois que c'est les derniers chiffres. Et tout ça, en fait, ça va mettre en danger des centaines de millions d'emplois. Et dans tous les secteurs d'activité, en fait, il n'y aura aucun secteur qui va être épargné. Et il y a même certains secteurs qui vont même disparaître, d'autres qui vont muter, etc. Donc, on a appris récemment que même l'État peut piocher dans nos comptes courants et dans nos assurances, etc., pour financer et éponger la dette. Donc, si on parle un peu d'économie, parce que c'est une réalité pour nous, d'accord, en tant qu'entrepreneur, et on doit prendre en considération ça. Et ça fait partie également de notre plasticité, de notre capacité à nous adapter à un moment donné à notre système et, comme je vous le disais tout à l'heure, à notre environnement. Et notre environnement économique en fait partie. Donc, vous le savez tous que les dépenses publiques sont financées par la dette et par les impôts, d'accord, soit par la dette, soit par les impôts. Et pour activer une relance, là, comme ce qu'on est en train d'essayer de croire qu'on a actuellement là, et ben, pour soutenir l'activité des entreprises, ben, il faut baisser la dette. Comment? Ben, en augmentant les impôts. Et devinez qui va payer à la fin du film? Ben, ça va être nous. Donc là, il va falloir se préparer pour ça. Regardez ce que font les banques centrales qui fabriquent des billets à tour de bras. Ça, c'est inévitablement, ça va entraîner à un moment donné une perte de la valeur de la monnaie. On a des niveaux de dette massifs au niveau mondial. Je crois qu'on a dépassé les 350 000 milliards. En fait, maintenant, c'est pharaonique. Ça ne veut plus strictement rien dire. Donc, en fait, c'est clair qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et vous allez voir, là, je vous l'ai mis dans le prédit, l'Asie va représenter globalement 50% du PIB mondial et 40% à peu près de la croissance mondiale. Donc, fermer les frontières, je pense que ça va aggraver la situation. Je ne suis pas sûr que ça puisse nous aider. Et on a à côté de ça tout plein de mouvements un peu entre rétrogrades qui disent qu'ils veulent absolument sortir de l'euro et tous les partisans du Frexit. Bref, il va falloir se mettre en place entre guillemets, à accueillir une révolution sur le plan, on va dire, économique et social qui va être en fait puissante. Donc, de toute façon, il va falloir soit savoir trader, soit savoir stacker et sur du long terme, c'est-à-dire être capable effectivement de faire des investissements. Et pour ça, il faut avoir une garantie qui ramène de l'argent. Et c'est le but de l'entrepreneur, parce qu'il y a une entreprise résiliente, et c'est ça, c'est une entreprise qui est antifragile. D'accord? Et qui permet effectivement à un moment donné de compenser ses pertes. Nous, c'est une réalité, c'est-à-dire en tant qu'individu social, mais aussi en tant qu'entrepreneur et gestionnaire d'une entreprise. Et c'est quoi une entreprise résiliente? C'est une entreprise qui n'est pas dépendante déjà d'un seul client. Parce que le client, il cède tout le temps. C'est toujours lui le premier à céder. D'accord? C'est jamais l'entreprise, c'est tout le temps le client. D'accord? Et une entreprise résiliente, c'est quoi? C'est une entreprise qui optimise son nombre de clients. Donc, c'est pareil, qui va effectivement à un moment donné remettre en cause son système d'attraction client, etc., qui va révaloriser à un moment donné sa méthodologie d'attraction de clients, etc. Donc, et c'est quoi d'autre encore une entreprise résiliente? C'est une entreprise qui n'est pas dépendante d'un seul mode de distribution. D'accord? Si par exemple vous avez des abonnements, ça ne suffit pas. Ou si vous avez que de la livraison, ça ne suffit pas. Ou si vous avez qu'une boutique en ligne, ça ne va pas suffire. Et une entreprise résiliente, c'est aussi une entreprise qui sait digitaliser son offre et qui sait initier des choses. D'accord? Et qui a des canaux de distribution physiques et puis également dématérialisés. Et c'est une entreprise qui diminue ses dépenses superflues. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir se serrer la ceinture et puis il va falloir s'adapter, tout simplement. Ça fait partie de la plasticité. Et c'est une entreprise aussi qui sait anticiper, se réinventer. C'est une entreprise qui diversifie ses sources de revenus. D'accord, avec une complémentarité entre ces différentes sources de revenus. C'est aussi une entreprise qui, malgré la conjoncture, sait ne pas aller trop vite. Exactement. Et c'est ça. Quand certains entrepreneurs cherchent la croissance ultra rapide à tout prix, oui, vous allez gagner des millions, etc., avec quelques clics, en machin, etc., la question est vite répondue. L'approche résiliente, elle privilégie essentiellement le développement maîtrisé. On retrouve encore une fois cette distinction entre la maîtrise et le contrôle. Et on va avoir également ce paradoxe entre la mise en action et effectivement le mouvement permanent. Donc, mieux vaut prendre effectivement le temps de développer une activité solide
et de construire des vrais piliers que de monter une tour de Pise en quelques jours. Et encore une fois, c'est un juste milieu. Donc, on est toujours encore là-dessus. On est assis entre deux chaises, même si on a chacun la nôtre. Mais il ne faut pas non plus prendre son temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre toutes les conditions nécessaires pour pouvoir se lancer. Mais par contre, ça ne sert à rien de trop attendre. Il faut à un moment donné passer à l'action. D'accord? Comme on dit, tu vois, même le bêta le plus évolué dans sa bêtise, s'il avance un tout petit peu, il ira toujours beaucoup plus loin que le génie qui reste sur place. Donc, en parlant de génie qui reste sur place, le monde actuellement, il est à l'arrêt. Même si on a l'impression qu'on a une petite relance, et soyez conscients que seuls ceux qui bougent demain vont gagner. Et pour ça, il faut passer à l'action. Et il y a une stratégie, en fait. Une stratégie de Spider Project. Ouais, vraiment, c'est une stratégie de résilience qui en réalité va essayer d'amener effectivement à un moment donné les entrepreneurs à bouger, à essayer de modifier, à essayer d'apporter des nouveautés. D'accord ? Et en fait, bref, tout ce qui se passe actuellement va avoir un impact sur tout ce que vous allez faire et sur votre business. D'accord ? Et si vous vivez cette frustration, vous allez rester sur place. Et ça a des conséquences directes sur votre psychologie, sur votre couple, sur vos résultats, sur votre état physique, sur votre état émotionnel. Et finalement, à long terme, ça va même impacter votre santé parce qu'on le sait pertinemment aujourd'hui que ça va obligatoirement dégénérer au niveau de votre état sanitaire. Et donc, le parcours entrepreneurial du Spider Project, vous allez en entendre parler. Il y a beaucoup de stratégies, enfin, il y a beaucoup de contenu là-dessus. Beaucoup de gens vont en parler, etc. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, en fait, j'ai une activité, je vais amener cette activité à un certain seuil de rentabilité. J'optimise après et je mets en place des systèmes qui permettent effectivement à cette première activité de ne pas dépendre d'efforts trop importants, en automatisant et en standardisant les process. D'accord? Ça, c'est primordial. Il faut véritablement maîtriser et automatiser au maximum et standardiser au maximum cette première activité. Ensuite, je réinvestis les profits. D'accord, pour lancer une deuxième activité. Mais cette deuxième activité, il faut qu'elle soit congruente à la première. D'accord, il faut qu'elle puisse à un moment donné enrichir la première ou apporter à un moment donné du grain à moudre à celle-ci. Ensuite, je fais la même chose. Je mets en place un process également pour cette deuxième activité. Alors, pour ceux, par exemple, qui sont coachs, ils peuvent effectivement à un moment donné partir dans le domaine de la formation et créer une formation qui va alimenter à un moment donné et qui va travailler de manière congruente avec leur business de coach. Et je fais de même pour l'ensemble de toutes les activités dans lesquelles je peux m'investir, etc., etc. Donc, il faut prendre le temps de construire un projet qui est véritablement articulé en forme de branche et qui permet effectivement d'avoir des ramifications et d'apporter et de nourrir chacune des étapes ou chacune des phases de votre projet. Et pour ça, il faut véritablement anticiper. Et c'est ça qui va vous permettre effectivement, quelque part, de vous adapter et de faire en sorte de ne pas avoir à chaque fois tous vos œufs dans le même panier. Et à chaque nouvelle action, posez-vous les bonnes questions. D'accord? C'est le plus important. C'est énorme, c'est très important. Enfin, ne vous interrogez pas, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette activité ou est-ce que cette action, est-ce qu'elle me permet de compléter ou de renforcer ou d'enrichir mon activité principale, d'accord? Est-ce qu'elle va me permettre de me rapprocher de ma communauté, de mes clients, enfin de mes prospects, etc. Est-ce qu'elle va me permettre de me faciliter ou de créer du contenu utile dans un autre objectif? Est-ce que je vais pouvoir disposer d'un savoir-faire que je n'avais pas auparavant et que je vais pouvoir utiliser? Est-ce que je vais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux collaborateurs? Est-ce que ça va pouvoir me simplifier en tout cas mon activité? Bref, tout ça, c'est tout un tas de questionnements qu'il faut absolument se mettre en place. Notez tout ce qu'on dit là, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est des conseils. Bien sûr. Des dizaines de milliers d'euros. Exactement. Et relisez, si vous notez, si vous prenez des notes, relisez des notes avant de dormir, sinon ça sert à rien. Tout à fait. Donc, si vous devez prendre des notes, c'est moins efficient de les relire le lendemain. Donc, réalisez-les le soir même, juste avant de dormir. Encore une fois, ça a été prouvé sur le plan neuroscientifique que c'était beaucoup plus efficace. D'accord? Donc, on se retrouve souvent en coaching à essayer de remonter assez loin dans le passé de nos clients pour tomber en fait dans ce qu'on appelle les traumatismes du mauvais élève. Et tout ça, en fait, exactement, en fait, c'est véritablement associé, comme tu viens de le dire, à quelque chose qui est primordial chez les entrepreneurs, c'est cette peur de l'échec, d'accord? Et ce traumatisme, il est simple à comprendre. Et il reste composé uniquement de projections du passé, d'accord?
j'étais nul à l'école. Enfin, tout du moins, on me l'a absolument confirmé que j'étais nul à l'école. Beaucoup de gens y ont participé. Les profs, d'accord, il y avait beaucoup de complices dans ce domaine-là. Les profs m'ont dit que j'étais nul. En classe, on se moquait de moi, etc. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais une projection et je suis nul en tant qu'entrepreneur. Et c'est ça qu'il faut croire. Enfin, c'est ça qu'il ne faut pas croire. C'est qu'en fait, c'est la réalité de 90%, 90% des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Qu'elle soit conscient ou inconscient. de manière inconsciente, et bien sûr. Et donc, vous savez que énormément d'entreprises se sont créées en période de crise. Et c'est ce qu'on vit là aujourd'hui. D'accord. Il y a énormément d'entreprises qui se sont créées. Pareil, vous avez énormément d'exemples des startups qui ont fait fortune et qui se sont révélées en 2008 et en 2009. Donc, celles qui se sont réinventées, c'est celles qui ont pu, à un moment donné, traverser les tempêtes économiques. Et dans une période comme celle-ci, les compétences entrepreneuriales, elles vont faire la différence. Donc, on parle de modifier les méthodes de travail, de savoir communiquer sur de nouveaux services, mais aussi de communiquer vraiment de manière efficiente, d'accord? De savoir se réinventer, parce que ça demande de mettre son ego de côté. J'ai su faire quelque chose pendant une vingtaine d'années, j'étais un référent dans ce domaine, il se passe quelque chose, une crise, peu importe, etc., une nouvelle concurrence, une révolution, peu importe. En tout cas, à un moment donné, je dois faire appel à de nouvelles ressources. Si vous ne le faites pas, ben, trouvez ceux qui l'ont. C'est ça, si vous ne les avez pas, trouvez ceux qui les ont. D'accord? Et employez-les et travaillez avec eux. Savoir vendre, donc en se basant effectivement sur les fondamentaux de la neurovente. Tout ça, effectivement, et vous le savez, c'est-à-dire que les gens détestent qu'on leur vende, d'accord? Et les clients, tous les prospects, etc., détestent qu'on leur vende quelque chose. Mais par contre, ils adorent acheter. Donc, comment faire pour pouvoir à un moment donné passer dans ce processus de dire, ben, ce n'est plus de la vente, mais on est en train de faire en sorte que la personne puisse acheter, pardon. Donc, et comment ça? Ben, en essayant de l'influencer, en essayant de lui permettre, effectivement, sans la manipuler, bien entendu, de manière éthique, en l'inspirant. D'accord? Et le point positif, en fait, je peux dire, de la crise, c'est qu'elle va créer par la force des choses des compétences nécessaires. Tout le monde va être obligé à un moment donné de se retrousser les manches et puis d'aller au turbin et puis de modifier à un moment donné. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans les années 30. Le développement personnel tel qu'on le connaît aujourd'hui a été créé pendant la Grande Dépression. Donc, pourquoi? Parce qu'il fallait trouver des solutions. Et le problème de la mentalité française, c'est qu'on nous a éduqués avec une haine et une honte de l'échec. D'accord? C'est-à-dire que échouer, pour nous, c'est une fatalité. Et on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge, etc., etc. Encore une fois, on ne nous questionne pas, on nous interroge. Mais quand l'échec, ce n'est pas la raison pour laquelle les gens échouent, il ne faut pas croire. L'échec, en fait, finalement, c'est une étape, et vous le savez tous. Après, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême non plus. Il y a des gens qui cherchent volontairement l'échec. Oui, bien sûr. Et d'autres qui forcément l'obtiennent. D'accord? Oui, Il ne faut pas chercher l'échec. En fait, il faut être focus sur la réussite. Mais si on échoue, eh ben là, il faut vraiment apprendre à comprendre pourquoi on a échoué. Oui, bien sûr. C'est simplement ça. Et ce que Mokhtar, en fait, vous parlait, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous êtes, en fait, dans ce point de non-retour qui vous empêche d'abandonner. Et c'est tant mieux, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que vous allez réussir. C'est ça que vous allez réussir. En fait, c'est ça qui fait que vous allez réussir. Et en fait, l'inverse de la réussite, c'est pas l'échec, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Maintenant, tout le monde le sait. Et si ceux qui ne le savaient pas, ils doivent être au clair avec ça. L'inverse de la réussite, c'est l'abandon, c'est pas l'échec. Donc, il faut vraiment voir l'échec comme un allié, d'accord? Comme un allié vers notre réussite. Il faut le voir, en fait, comme un ingrédient essentiel. Il faut comprendre comment apprendre justement de nos erreurs pour que la nouvelle tentative soit meilleure que la précédente, d'accord? Et ce que vous ressentez là, donc en fait, cette impossibilité à vous résigner, tu vois, et de passer à autre chose, eh ben, ça veut dire que vous y êtes presque. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est l'histoire du diamant. Le gars, il creuse, il n'avait plus qu'un coup de pied à chaque creuset, il arrivait, il tombait sur le gros diamant. D'accord? Il suffit juste, en fait, d'adapter vos méthodes et de vous donner les bons moyens et les bons outils pour justement accéder à cette dynamique de réussite qui va vous mener au succès et à vos objectifs, en fait. Et depuis le début, en fait, vous avez oublié une composante. D'accord? Et cette composante, c'est la base de tout. Okay? C'est votre cerveau. D'accord? Et c'est pour ça qu'on est là ce soir dans cette conférence, en fait. Ensuite, demandez-vous, est-ce que vous êtes au clair avec vos croyances limitantes? D'accord? Nous, on préfère parler de perception limitante. Okay? Parce qu'en fait, est-ce que vous êtes au clair avec ces croyances justement, qui vous convainquent que l'échec est à éviter à tout prix? D'accord? Mais vraiment au clair. Ok? Est-ce que vous êtes allé en profondeur là-dessus? Ok? Parce que pour une seule croyance limitante, ça, personne ne le dit, d'accord. Mais il y a forcément 15 croyances racines derrière, dans la tête, dans la neurobiologie de la personne, d'accord. Il y a forcément 15 croyances racines. Et ça, il faut les faire sauter une par une. C'est comme un arbre. Si tu coupes le tronc, mais que tu n'enlèves pas les racines, bah, il va repousser, d'accord. Et donc ça, c'est une des découvertes en neurosciences justement, que personne ne vous parle, d'accord. Après, vous le savez, la vie, c'est une histoire de rencontre.
On en est l'exemple parfait. Exactement. Et donc, c'est souvent en fait nos circonstances qui nous définissent. Et souvent, on se dit, ah, si seulement j'ai eu les bonnes compétences, si seulement j'ai eu la bonne éducation, ou alors le bon milieu familial, ou alors si j'avais eu justement un peu plus de chance, d'accord, j'aurais eu des chances de réussir, beaucoup plus que maintenant, d'accord. Mais en fait, ça n'a aucun sens. Ou alors on pense souvent en fait, que notre vie elle est à la merci des événements extérieurs. Et c'est ça le problème. Mais depuis tout petit, on nous ment. Oh, depuis tout petit, on nous ment. On nous a tous menti, bordel. En fait, on nous a dit que c'était possible de ne pas échouer si on évitait les risques. Mais en fait, la prise de risque, c'est un atout majeur de l'entrepreneur. C'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qu'il raconte? En plus, on ne parle pas de se mettre en danger, d'accord? Mais on parle de prendre des risques. Et il y a une nuance vraiment importante à cerner entre les deux. En fait, se mettre en danger, ça veut dire que si ça foire, on est mort, d'accord? Prendre des risques, ça veut dire que si ça foire, on perd des plumes, mais on est toujours là. Tout simplement, d'accord? Et on nous a dit qu'on n'a ni le talent, ni la créativité, ni les capacités pour réussir. Et quand bien même, ce serait vrai, on a oublié de nous dire que tout ça, ça s'acquiert. Bordel de merde. Ils nous ont menti depuis le début. D'accord? On nous a dit que si on n'a pas réussi jusqu'à maintenant, on ne réussira jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gars, en fait, ils ont essayé de nous mettre une douille. Je suis désolé de les dire comme ça, mais ils ont essayé de nous mettre une douille. Et en plus de ça, personne ne nous a appris à faire face à un coup dur. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous savez qu'il y a un processus en 9 étapes qui permet de bien réagir justement en cas de coup dur? Notez ça. D'accord? Il y a un processus en 9 étapes qu'on utilise avec Mokhtar pour réagir en cas de coup dur. Première étape, attendre. Ensuite, reculer. Ensuite, respirer profondément. Ensuite, absorber ce qui s'est passé. Ensuite, assimiler ce qui s'est passé. Ensuite, accepter ce qui s'est passé. Ensuite, accueillir la situation. Parce que de toute façon, en fait, on ne peut pas changer le passé. Non. On ne peut pas changer le passé. On peut seulement influencer le futur par les décisions et les actions qu'on prend dans le présent. D'accord? Et même si la mécanique quantique nous apprend que le passé influence aussi le futur. Bref, on ne va pas rentrer dans cette porte. Ensuite, se débarrasser du sentiment de défaite et arrêter de tourner en rond. Je répète parce que c'est important. Attendre, reculer, respirer profondément, absorber ce qui s'est passé, assimiler ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé, accueillir la situation, se débarrasser du sentiment de défaite et ensuite arrêter de tourner en rond. Arrêtez de tourner en rond. Et en fait, si vous revenez sur les erreurs que vous avez commises et sur la façon dont en fait, vous auriez pu mieux faire, c'est-à-dire en fait, si vous rentrez dans une espèce de soliloque interne, c'est-à-dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait ça. Ça nous arrive tout le temps, même quand on est en négociation. D'accord? Si vous rentrez là-dedans, ok, c'est bien. Mais par contre, au bout d'une semaine, ou alors au bout de 2 semaines, faut se bouger, il faut passer à la suite. D'accord? Et le fait de faire tout ça, là, ça va favoriser justement une bonne neurochimie et ça va mettre en place justement tous les neurotransmetteurs nécessaires à votre réussite, tout simplement. C'est ça. Et bien sûr, si vous n'avez pas de carence en neurotransmetteurs, d'accord, c'est pour ça que nous, chaque personne qu'on accompagne, chaque personne qu'on fait rentrer, chaque nouveau client qu'on a, on lui fait systématiquement passer un test de neurotransmetteurs pour voir s'il n'est pas carencé. Exactement, c'est primordial. En fait, il faut chercher quand vous vous trouvez dans cette situation-là. Okay. Chercher à… Vas-y. Non, mais c'est vrai, je voulais rajouter ça en fait. C'est important. Et cherchez en fait à identifier votre supporter numéro 1, la personne qui vous soutient envers et contre tout, quels que soient vos résultats, et allez le rencontrer. Posez des questions à un coach. Le culot paye. Exactement. À un mentor, ou tout simplement à quelqu'un que vous admirez. Juste une discussion de quelques minutes, parfois, ça permet de débloquer la situation et de vous mettre dans un état d'acceptation qui va vous permettre de vous détacher sur le plan émotionnel. Parce que c'est ça, en fait. Dès que vous allez vous mettre dans un niveau de stress qui va générer chez vous une sécrétion de cortisol, ça va vous mettre dans un état que vous ne pourrez plus complètement gérer. Et ça va vous mettre dans un état de fatigue, ça va vous en mettre dans un état d'anxiété, etc., etc. Ça va complètement modifier votre neurochimie, comme on disait, et même la qualité, comme l'a expliqué tout à l'heure, même la qualité de vos neuropeptides, elle va être impactée. Foutez en l'air tout ce catalogue d'excuses, d'accord? Ne vous faites pas avoir avec des arguments à l'apparence rationnelle de votre voix qui est à l'intérieur, il l'a dit juste avant, là, qui s'appelle le soliloque, là, qui vous parle, là, qui vous dit « Ah, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça ». Assumez, prenez les choses en main. C'est un passage obligé pour n'importe quel entrepreneur pour atteindre des objectifs, et je veux dire pour n'importe quel humain. Demandez-vous, c'est quoi la suite? Posez-vous cette question et agissez massivement et maintenant. D'accord? Ne cherchez pas, entre guillemets, à ruminer. Ça sert à rien. Restez focalisé sur les choses que vous pouvez maîtriser. Restez focus sur les choses sur lesquelles vous avez, entre guillemets, un brin de maîtrise.
Inutile de vous plaindre, de vous lamenter sur des choses qui, ou alors juste d'activer, ça va juste activer exactement votre centre d'émotion et ça va déclencher les mêmes schémas de pensée et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, ça va reprogrammer par conséquent les mêmes actions et les mêmes résultats et en fait, vous êtes pareil, toujours dans un cercle infernal et vous en sortirez jamais. Donc, encore une fois, on revient sur cette capacité à se focaliser, à se concentrer. Donc, focalisez votre temps et votre énergie sur ce que vous maîtrisez. C'est la difficulté. C'est les difficultés que vous rencontrez qui vous permettent de devenir plus fort physiquement et mentalement. C'est quand on est face à une situation, entre guillemets, de problème qu'on arrive à développer des nouvelles habilités. Et comme le dit, je crois que c'est un proverbe indien, je ne sais plus, la carrière d'un bateau n'est jamais sans tempête. Le succès, alors je ne sais pas si c'était des grands navigateurs les Indiens, il faudrait que je vérifie mon histoire, mais j'en sais pas. Mais en tout cas, le succès n'a rien à voir avec la chance ou le hasard. Il faut véritablement… Et il y a aussi un facteur qui limite forcément la confiance. D'accord, que les gens ont dans leur capacité, c'est ce qu'ils appellent les syndromes de l'imposteur. Syndrome totalement inventé. Écoutez-moi bien, d'accord. Ils ont créé un problème qui n'existait pas, d'accord. Ils vous disent que le syndrome de l'imposteur, en fait, ça vient de l'enfance, que quand nos parents nous semblaient justement omniscients, alors infaillibles, c'est comme ça qu'ils disent. C'est exactement ça. C'est faux. Le syndrome de l'imposteur, c'est de l'hypocondrie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, d'accord. Par contre, ça a favorisé quelque chose qui existe vraiment, d'accord? C'est les patterns d'auto-sabotage. C'est l'auto-sabotage, d'accord? Et l'auto-sabotage, en fait, c'est ce qu'on appelle la peur du succès. Et elle peut avoir 3 origines différentes. On craint justement que notre réussite, elle nuise à nos relations, d'accord? On pense que le prix à payer justement pour réussir est trop élevé, est trop cher. Ou alors on croit qu'on ne mérite pas l'abondance de la réussite. On ne le mérite pas, tout simplement. Donc ça, c'est un sabotage, d'accord? Et encore une fois, la priorité pour changer radicalement en fait tout cet écosystème qui fait que vous êtes vous n'êtes pas là où vous voulez vraiment être dans votre business, dans votre activité et même dans votre vie, c'est de changer votre cerveau et votre épigénétique. C'est la base. C'est la base. Et vous voulez encore une douille, le QI. Le QI, franchement, l'intelligence humaine, elle est bien plus complexe en fait et diversifiée surtout que ce qui peut être mesuré par un test de QI. Ça n'a aucun sens, d'accord? Et dans la vraie vie, les choses sont très différentes, d'accord? Être autonome, d'accord? S'exprimer librement, coopérer avec les autres, tout ça, c'est des attitudes essentielles pour atteindre des résultats importants. Bien sûr. Non, et regarde, même si on veut reprendre par exemple d'autres formes d'intelligence, effectivement l'intelligence mathématique, la sélection naturelle a mis au point un moyen d'apprendre qui est extraordinaire, avec lequel tous les petits, effectivement, des différentes espèces animales apprennent les enjeux essentiels à la survie, c'est le jeu. C'est clair. Jouer, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et dans le règne animal, celui qui ne joue pas meurt. Un enfant, un bébé tigre qui ne joue pas, il ne va jamais savoir marcher, il ne va jamais savoir chasser, il va finir dans les larmes de l'oubli. Et donc, en fait, il n'y a qu'à regarder, c'est pareil dans le monde technologique contemporain, si on parle des êtres humains, par exemple. Les jeux vidéo, en fait, il y a une polémique de ouf sur les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, en fait, c'est des redoutables, c'est une technologie de malade qui stimule l'apprentissage. Bien sûr. Combien de fois il y en a qui parlent d'Assassin's Creed? Moi, j'ai appris l'histoire avec Assassin's Creed. Ils disent, mais c'est un truc de ouf! C'est un truc de dingue. D'accord? Ils capturent l'attention. D'accord? Les jeux vidéo, ça te capture l'attention. Ça suscite une pratique délibérée. Ça encourage l'essai-erreur. Ça consolide les compétences acquises. C'est extraordinaire. Par contre, il ne faut pas jouer à ça juste avant d'aller en cours parce qu'il y a un niveau d'excitation qui est tellement élevé. Et si après, effectivement, tu tapes un cours de maths à 9 h, tu es sûr et certain que là… Ou alors, si tu as un rendez-vous de vente juste derrière, c'est pas la peine. Donc, en fait, pour être efficace justement dans votre activité, il faut vraiment, dans un premier temps, nettoyer le cerveau. C'est exactement ça. Il faut nettoyer le cerveau. C'est comme en fait pour notre corps. Et nettoyer sa vie mentale, en fait, de la pollution nerveuse qui est typique des grandes villes dans lesquelles on vit, c'est véritablement important. Bien sûr. Comme on le disait tout à l'heure, par exemple, la méditation, d'accord, elle constitue, c'est Idriss Aberkan qui dit ça, en fait, c'est des douches mentales, d'accord, et qui sont efficaces pour nettoyer notre cerveau. Parce qu'en fait, tout au long de notre vie, on installe dans notre cerveau des applications, des programmes de manière inconsciente. C'est évidemment influencé par nos figures parentales, par notre tissu social, par nos expériences, etc., nos différentes rencontres, etc. Et en identifiant effectivement ces logiciels dangereux et contre-productifs, on peut les désinstaller et reprendre enfin les commandes. D'accord? Ibrahim, tu as levé la main, on répondra à la fin. D'accord? Ouais. On finit et après on répond aux questions. Promis. D'ailleurs, avec cette conférence, vous avez déjà commencé à entamer la désinstallation de certaines croyances ou la désinstallation de certains de ces programmes. Et en fait,
On est même en train de vous faire passer de l'impuissance apprise à la puissance apprise. D'accord? Je répète, de l'impuissance apprise à la puissance apprise. Il existe en fait des exercices de conditionnement neuroassociatif qui permettent d'accélérer ce processus de nettoyage. Et David Lefrançois également explique très très bien ces choses-là. Quoi qu'il en soit, vous devez chercher un apprentissage constant. D'accord? Ne serait-ce que pour toujours avoir un temps d'avance dans votre business. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Ensuite, vous pouvez installer dans votre cerveau des nouveaux programmes qui vont enrichir votre vie cérébrale et qui vont forcément vous apporter de nouveaux résultats et quelque chose de… C'est important aussi de spatialiser sa pensée. D'accord? En gros, ça veut dire que c'est possible de bâtir des palais intérieurs. Bien sûr. Tout simplement. Et en fait, d'installer ses idées, d'installer sa connaissance, d'installer sa mémoire émotionnelle, sa mémoire d'association. Bien sûr. Et en plus, spatialiser sa pensée, et ben, ça encourage la puissance apprise, justement, comme tu disais. Parce que, en fait, vous allez vous rappeler régulièrement de vos capacités et justement de votre potentiel. C'est tout à fait ça. Et arrêtez de vivre à travers les autres, en fait. D'accord? Arrêtez de vivre à travers les autres. Commencez à penser par vous-même. Parce que tant que vous pensez en fonction des autres, c'est ça, vous ne réussirez pas. Jamais. Vous ne réussirez pas. Vous devez impérativement développer la capacité de penser par vous-même. C'est primordial. Et ça aussi, c'est vraiment une caractéristique des entrepreneurs qui réussissent. D'accord? Et il y a un truc même qui me vient aussi, bah, c'est la gestion de votre énergie et de vos habitudes de productivité. Par exemple, il y a 7 principes nous, qui nous aident au quotidien avec Mokhtar pour notre business et même pour notre vie perso. Déjà, le premier, c'est quoi? C'est l'énergie se crée. Elle se crée avec le mouvement. L'énergie se crée. Vous n'êtes pas en manque d'énergie. Vous devez créer de l'énergie. Vous devez la créer. Vous êtes la source. Vous devez la créer en vous activant, en faisant du mouvement. Le deuxième, c'est savoir gérer son sommeil. Comme je vous ai dit au début, ça fait une quinzaine d'années qu'on dort entre 4 et 5 heures par jour parce qu'on sait correctement gérer notre sommeil. Le troisième, c'est savoir dire non. Avec tous ces bouffeurs de temps là, qui n'arrêtent pas de nous demander des services inutiles qui nous font perdre du temps alors qu'on a des priorités à gérer, apprenez à leur dire non, d'accord? Ensuite, le quatrième principe, c'est… Voilà, c'est ça. En fait, le temps est le seul juge de paix. D'accord? Donc, vous devez travailler votre calendrier. OK? Et comme je vous ai dit, un nombre limité de tâches par jour. OK? Par semaine, par mois, même dans l'année. D'accord? Ensuite, on va casser un mythe. Le multitâche n'existe pas. Il existe, mais sur le téléphone. Sur le téléphone, c'est tout. Une chose à la fois. D'accord? On ne peut pas faire deux choses à la fois. D'accord? C'est même prouvé neuroscientifiquement. D'accord? Et écoutez bien, ni les hommes, ni les femmes ne peuvent faire deux choses en même temps. On les enchaîne très vite l'une à la suite de l'autre, d'accord? Au détriment justement de la qualité d'accomplissement, d'accord? Mais les deux en même temps, c'est pas possible, ok? Si je vous demande de compter, 50 fois 3 et qu'en même temps je vous dis, dis-moi A, B, C, D. Vas-y, essaie de faire ça. Si tu arrives, tu m'appelles, on va devenir très riche. Ok? Donc, ensuite, le dernier principe, c'est justement de ne pas répéter les tâches plus d'une fois, d'accord? Donc, tu fais ce que tu as à faire, ensuite tu automatises ou alors tu délègues. C'est tout simplement ça. D'accord? Ensuite, c'est cette chose mise en pratique, justement. Je vous assure que ça fait la différence. Notez-les, je les répète parce que c'est important. Et notez-les. Premièrement, l'énergie se crée. Elle se crée avec le mouvement. D'accord? Ensuite, savoir gérer son sommeil. Ensuite, savoir dire non. Ensuite, le temps est seul juge de paix. D'accord? Pour s'organiser. OK? D'accord, c'est ça. Un nombre de tâches limité par jour, donc par semaine, par mois, d'accord? Peu importe. Ensuite, le multitâche est un mythe, une seule chose à la fois. Et ensuite, ne répétez pas les mêmes tâches plus d'une fois. D'accord? Et comprenez en fait que l'orientation globale de notre vie dépend de ce qu'on répète chaque jour de manière répétée. D'accord? Rappelez-vous, comme il a dit tout à l'heure, notre ami Martin, petite fois souvent égale beaucoup. Et c'est valable pour l'orientation de votre business. C'est ça. Petite fois souvent égale beaucoup. Et c'est vrai, en fait, vos habitudes sont importantes parce qu'elles vous aident à devenir le type de personne que vous souhaitez être. Une habitude, c'est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique et être géré par notre inconscient. Et en fait, c'est la solution, c'est les solutions les plus fiables, les plus efficaces que notre cerveau a trouvées pour résoudre un problème récurrent à notre environnement. Et rendre automatique notre comportement, c'est un système extrêmement puissant pour notre évolution. C'est hyper important. C'est pour ça en fait que les habitudes, en fait, elles ne limitent pas la liberté. Bien au contraire, elles la créent. Elles permettent au cerveau de se concentrer sur de nouveaux défis, sur de nouvelles tâches qui ont une plus grande valeur. Et le processus de création d'une habitude est divisé en 4 étapes. 1, le déclencheur, c'est primordial. 2, l'envie. 3, la réponse. Et 4, la récompense qui est associée. Et ces 4 étapes, en fait, créent ce qu'on appelle une boucle rétroactive qui s'auto-alimente.
et elle est active à chaque fois, à chaque instant dans notre vie. Par contre, ce qui nous pousse à agir, ce n'est pas l'habitude elle-même. Ça, il faut que ce soit clair. Mais c'est le désir d'obtenir la récompense. D'accord? De changer notre état interne et de calmer le sentiment de manque que l'on ressent. C'est ça qui fait qu'en fait… Après, pour la gestion du temps même, parce que les habitudes, c'est clair que c'est important, mais dans la gestion du temps, on en fait aussi une habitude, d'accord? On a l'habitude de gérer notre temps d'une certaine manière. Il faut savoir qu'en fait, la gestion du temps est très liée à la prise de décision. C'est simple, en fait, par jour, vous prenez 35 000 décisions, d'accord? Et 99% de manière inconsciente. Les 35 000 décisions, c'est un chiffre qui est réel. Vrai, c'est clair, c'est mesuré. Et 99% de manière inconsciente. Comment vous allez vous habiller, comment vous allez quel chemin vous allez prendre. Quel chemin vous allez prendre. D'accord, d'accord. 35 000 décisions, 99 inconscientes. Ça veut dire que tous les jours, vous vivez quasiment la même journée. D'accord? La question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que vous avez décidé consciemment justement ce qui est important pour vous? Ou alors, est-ce que c'est votre inconscient qui prend pour vous les bonnes décisions? D'accord? Et c'est primordial parce qu'en fait, une seule mauvaise décision, bah, ça peut faire s'effondrer votre business. Une seule mauvaise décision. On a des clients qui ont pris une décision qui se sont retrouvés. Qui sont pris banqueroute. C'est clair. Et donc, en fait, votre journée, elle serait partie en plusieurs types de temps. Il y a le temps professionnel, d'accord, donc qui est dédié aux activités, d'accord, pour gagner de l'argent, c'est ça. Il y a le temps personnel qui correspond aux activités justement qui rapportent du plaisir. Il y a le temps pour soi, lui qui est dédié aux activités qui justement nous nourrissent physiquement, mentalement ou alors même spirituellement, d'accord. Il y a le temps obligatoire, d'accord, donc c'est passé, lui on passe sur des activités nécessaires mais qui génèrent un sentiment négatif, c'est ça. Comme si on parle de salariat, bah, aller travailler, c'est du temps obligatoire. Ensuite, il y a le temps perdu, d'accord, donc composé de toute activité justement qui remplit le temps sans apport, sans plaisir. Et sans déplaisir non plus, pas forcément. Et sans être obligatoire en plus de ça. Et d'ailleurs, donc par exemple Netflix, d'accord. Et très souvent, parce que beaucoup de gens en plus perdent, ils n'ont même plus de plaisir à regarder des séries. C'est une habitude. On va pas parler d'un des clients, mais il y a beaucoup de gens qui ils regardent ça par habitude, d'accord. Et d'ailleurs, voilà. Et en fait, le temps perdu justement, bien souvent, il consiste à mélanger plusieurs types de temps, d'accord. Vous devez vraiment prendre les choses en main, ok. Et comme disait Épictète, c'est ça, je crois que c'est Épictète, n'attendez pas en fait que les événements arrivent comme vous le souhaitez, mais décidez de vouloir ce qui arrive et vous serez heureux. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a un moyen efficace, en fait, tu parlais de perdre son temps, mais il y a un moyen efficace pour gagner du temps. Ça consiste à simplifier vos décisions. Encore une fois, le 1% qui vous reste, c'est encore un chiffre quand même qui est considérable en termes sur le plan cognitif. Clarifiez vos valeurs, c'est ce qui est important pour vous. Et sachez tout de suite, essayez de mettre en place tout de suite votre vision, d'accord? Parce que ça va vous permettre de créer des filtres tout de suite à utiliser dans votre processus de décision. Encore une fois, retenez que deux mots, autonomie et liberté. D'accord? C'est ça que vous devez rechercher par-dessus tout. C'est ce qui va vous faire permettre de gagner du temps et surtout ce qui va vous permettre d'optimiser à un moment donné votre capacité cognitive. Quand vous hésitez sur une décision, demandez-vous, est-ce que ça va m'aider à être plus libre? Est-ce que cela va m'aider à devenir plus autonome? Voilà. Et le processus qui vous permet d'aborder et de dépasser les difficultés comporte 3 étapes. 1. L'attitude et l'approche avec laquelle on aborde les problèmes. Ça, c'est quelque chose de véritablement primordial. 2, c'est votre énergie et la créativité avec laquelle vous allez faire face. Et enfin, 3, effectivement, c'est la volonté intérieure qui vous anime et qui vous permet de gérer l'échec, la difficulté, etc. Et en fait, de tout ça, on observe 2 choses en règlement. Premièrement, la perception, c'est-à-dire en fait votre façon, la façon dont vous avez d'interpréter ce qui se passe autour de vous. D'accord? Si par exemple on est trop émotif, trop centré sur nous-mêmes, avec ce soliloque permanent qui revient vers nous, etc., qui fabrique en permanence des patterns d'autosabotage, ou si on manque de vision à long terme, on aura tendance à amplifier les problèmes. D'accord? On va ruminer tout simplement. Donc ça va être un frein véritablement. Donc vous devez apprendre à maîtriser vos émotions. Ça, c'est plus que primordial. Plutôt que de réagir en étant surexcité ou même en étant effrayé, il faut vraiment rester calme, essayer de rester imperturbable. Gardez votre sang-froid, essayez de maintenir une vision sur du long terme. Parce qu'en fait, ce qui vous arrive, quoi. Parce que toutes les qualités les plus utiles que le talent, toutes ces qualités-là, en fait, elles sont nécessaires. Et c'est beaucoup plus important que n'importe quel talent pour faire face à des imprévus ou à des rencontres ou je ne sais quoi. Rappelez-vous aussi que, en fait, dans n'importe quelle situation, d'accord, je dis bien n'importe quelle situation, vous avez le pouvoir de décider
l'histoire que vous vous racontez. Bien sûr. D'accord. Et en fait, si c'est négatif, ou alors désespéré, ou alors si au contraire, c'est une opportunité qui se cache ou alors derrière cette difficulté, c'est souvent le cas. Souvent, il nous arrive des choses, et en fait, c'est un bienfait. D'accord. Et quand je dis long terme, bien entendu, c'est encore à prendre au juste milieu. Okay. Exactement. Parce que le monde change trop vite maintenant pour avoir une vision très long terme. C'est plus possible. Donc, on a parlé de la première étape, juste avant que je te dise ça. La première étape, c'est effectivement la perception, cette capacité à percevoir les choses, etc. Cette capacité à pouvoir gérer effectivement la gestion de ses émotions et la gestion des informations. Et la deuxième étape, en fait, c'est de passer à l'action. Vous devez apprendre à agir en adéquation avec vos objectifs et avec votre vision et ce que vous poursuivez. Mais la clé pour passer à l'action, c'est de commencer. Peu importe si les conditions sont idéales ou sont réunies ou pas, on s'en fout, c'est pas un problème. C'est tellement vrai, c'est passer tellement vrai. À l'action. La peur disparaît dans l'action. Direct. Quand je faisais de la boxe, avant de monter sur ring, j'étais tétanisé. Exactement. Tu te rappelles. Exactement. Tu te rappelles. Il y a toute la préparation avant le combat, il y a beaucoup de privations, beaucoup de sacrifices. Après, tu arrives à la peser. Tu étais confronté pour la première fois avec justement ton adversaire. Et en vrai, ça fait peur. En vrai, ça fait peur. Enfin, perso, moi, ça me foutait les jetons. D'accord. Mais tu dois incarner justement, paradoxalement, cette entité qui représente en fait tous les sacrifices que tu as fait toi et que ton équipe aussi a fait. Et justement, après la pesée, en plus de ça, il faut manger. Même si bien souvent, on n'a pas forcément d'appétit, tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger, d'accord. Tu dois garder de l'assurance, d'accord. Parce que, en fait, c'est vraiment un combat psychologique avant même de monter sur le ring. Et ça, je vous assure vraiment que c'est ultra stressant. C'est ultra stressant. C'est vraiment finalement, en fait, bien préparé. C'est clair. Et c'est finalement un peu le même sentiment qu'avant de faire une présentation ou alors de prendre un gros appel qui représente vraiment une vente faramineuse qui est vraiment importante. Mais étrangement, c'est ça. Une fois que tu es sur le ring, il n'y a plus de peur. Parce que la peur disparaît dans l'action. C'est exactement, c'est tout à fait ça. Donc, ceux qui abordent les problèmes avec initiative et énergie, ils ont de meilleures chances de réussir. Alors, essayez de vous mettre en mouvement et d'y rester toujours, c'est-à-dire passer à l'action et rester toujours dans cette dynamique-là. Ensuite, la volonté. La volonté, c'est la troisième étape. La volonté, c'est ce pouvoir interne qui réunit aussi bien l'humilité, la résilience, cette capacité, cette plasticité qu'on a, c'est-à-dire cette souplesse à vouloir à un moment donné affronter la réalité, c'est-à-dire cette capacité à vouloir aussi à un moment donné accepter les choses et de se dire, OK, c'est comme ça, je vais faire le nécessaire. La position de leader, par exemple, ça demande de la détermination et de l'énergie. Et le développement de cette volonté passe par l'exercice et par l'entraînement. Quand je dis l'exercice et l'entraînement, ça ne veut pas dire uniquement du renforcement ou du bodybuilding. On parle du système de l'année de 12 semaines. Vas-y, si tu veux. On voit du lourd. Vas-y, on envoie. Donc, en fait, le système en fait, de l'année de 12 semaines, c'était pas prévu, tant pis. Vas-y, c'est pas grave. En fait, se compose de 3 principes et de 5 disciplines. D'accord. Les 3 principes, c'est quoi? Le premier principe, c'est la responsabilité, c'est-à-dire en fait la compréhension et la conviction qu'on a. La responsabilité. Voilà, c'est ça. De toujours, en fait, on a toujours cette liberté de choix, d'accord. Ensuite, le deuxième, c'est l'engagement, c'est une promesse que vous vous faites à vous-même et même aux autres parfois, d'accord. Et ensuite, l'excellence dans l'instant, d'accord. L'excellence arrive bien avant les résultats, d'accord. Et c'est en fait l'instant où on décide de faire les choses nécessaires à nos objectifs et à chaque instant, en fait, de passer à exécuter, c'est ça, tout simplement. Et les 5 principes, c'est quoi? C'est la vision, premièrement, d'accord. Donc, définir une vision claire et à la fois inspirante de notre vie, justement, idéale. Ça permet d'associer, justement, un enjeu émotionnel fort par rapport à nos actions, d'accord. Ce qui va faciliter l'exécution quand ton envie n'est pas là, quand tu n'as pas envie, d'accord. La planification, ensuite, elle permet de consacrer, justement, votre temps, justement, et vos ressources, aux opportunités qui ont de la valeur, qui ont vraiment une plus grande valeur. Et le processus ensuite de maîtrise, lui, en fait, c'est-à-dire créer des routines hebdomadaires qui vont soutenir en fait votre plan de manière structurelle. Et des routines, ça ne veut pas dire la méthode Coué, comme on disait tout à l'heure. Ça ne veut pas dire se répéter 100 fois je suis abondant, je suis abondant, je suis abondant. Non, mais mettre la logique, comme il disait tout à l'heure Mokhtar, d'attention surtout et d'évolution. D'accord. Et donc ensuite, ensuite la mesure, ok. Il va falloir vraiment mesurer vos exécutions, d'accord. Il faut planifier vos semaines, d'accord. On parlait même quand on parle de cadre de responsabilité, tout est planifié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, d'accord. Faut vraiment échanger en fait sur vos avancées, d'accord. Même en binôme, par exemple, ou alors avec un groupe, d'accord. Il faut en parler aux gens. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure si vous aimez bien un coach ou alors si vous avez un mentor,
d'essayer de lui en parler. D'accord. Ensuite, la mesure, donc c'est-à-dire suivre des indicateurs, d'accord, suivre des résultats. Il faut qu'on ait de la data, d'accord, qui mesure justement l'avancement vers les objectifs que vous recherchez, d'accord. Et ces indicateurs justement d'exécution, eh ben, ils vont servir à mesurer la réalisation des actions que vous vous êtes fixées, tout simplement. D'accord. Et ensuite, et c'est la plus importante, c'est l'utilisation du temps. D'accord. Et ce qui impacte le plus, en fait, ce qui a le plus gros impact, en gros, si on peut dire comme ça, dans l'atteinte de nos objectifs, c'est la manière, en fait, dont vous utilisez le temps que vous avez à disposition. Donc, planifiez dans votre semaine des créneaux stratégiques, des créneaux tampons, d'accord, parce qu'il y aura toujours des imprévus, d'accord, c'est impossible autrement, et des créneaux de temps libre, d'accord. Et vaut mieux, en fait, instaurer des routines, d'accord, des rituels quotidiens qui facilitent la concentration et qui permettent justement de rester concentré pendant des longues périodes que de laisser place au hasard. Ça n'existe pas. D'accord. Il faut vraiment se concentrer en fait sur ce qui est primordial. D'accord. Plus vous essayez d'en faire, ben, moins vous réussirez de choses. C'est comme ça, c'est paradoxal. Mais plus tu essaies de faire quelque chose, moins tu arrives. C'est bizarre. D'accord. Et l'exécution en fait doit se concentrer sur un petit nombre justement d'objectifs primordiaux. Et donc, vous devez agir justement conformément aux indicateurs stratégiques pour obtenir des résultats. Ou alors, vous devez vraiment vous intéresser au comportement justement qui les favorise, comme par exemple le temps quotidien passé à travailler en profondeur, mais en vraie profondeur, et ensuite créer une cadence de responsabilisation. Bien sûr, c'est simplement, c'est ça. Et faites toujours en fait un bilan de la semaine passée et planifiez le travail en fait de la semaine à venir. Et rien que ça va vous faire un bond dans la performance, mais vous n'imaginez même pas. Alors, oui, on peut leur parler du cycle ascendant de la réussite. C'est parti. C'est intéressant. On est en train de vous donner de l'or. On est en train de vous donner des pépites et j'espère que vous êtes en train de noter. Je vous ai dit qu'on allait en fait, vous allez plus en apprendre dans ce webinaire que dans tout ce que vous avez consommé jusqu'à maintenant. Bref, dans le cycle ascendant de la réussite, il faut savoir qu'en fait, le niveau d'énergie, des caractéristiques de chacune de ces étapes, qui se divisent en 4 étapes, d'accord, ils sont véritablement différentes. Il y a des activités qui sont plus adaptées à certaines phases, à certaines étapes qu'à d'autres. Et donc, on identifie 4 phases. Et ces 4 phases, elles sont associées à 4 types d'énergie. La première phase, en fait, c'est ce qu'on appelle le vide fertile. D'accord. On la connaît également sous d'autres acronymes, mais en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'appelle, le vide fertile. C'est comme ça qu'on l'a identifié dans notre protocole. Malgré son importance, cette phase, elle est souvent incomprise. Elle est souvent ignorée parce qu'en fait, c'est la phase la plus, on va dire, la plus négative. Mais en fait, chaque année, si on regarde bien, l'homme et l'individu, il fonctionne comme la nature en fait. Chaque année, la nature et les écosystèmes ont besoin de se reposer pour pouvoir reprendre des forces. Et ce repos, il est nécessaire, d'accord, pour que la prochaine phase, c'est-à-dire la phase de création, elle puisse se mettre en place, elle puisse se mettre en route. C'est le moment idéal pour se reposer, réfléchir, pour faire une introspection. Et puis après, à un moment donné, on peut passer à cette deuxième phase, qui est la phase d'émergence, d'accord, du renouveau. Et à ce moment-là, on est plus porté à planifier, à lancer de nouveaux projets. On a une dynamique et une force et une énergie qui est tout autre. Et là, en fait, les idées commencent à prendre forme. Les projets commencent effectivement à un moment donné à se mettre en place. Et les théories, on applique, on se met en pratique, etc. On passe en tout cas d'une énergie qui est, on va dire, introvertie à la première phase à une énergie qui est plus extrovertie. D'accord. Et donc, la troisième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de visibilité. C'est la visibilité. À ce stade, ce qui est important, c'est de favoriser la mise en visibilité de vos projets. Soyez visibles. Faites en sorte de montrer, faites savoir que vous existez, que vous êtes là, que vous êtes présent. Pour cela, engagez-vous dans de nouvelles activités, dans de nouvelles collaborations, dans l'organisation d'événements, de salons ou alors de webinaires, comme ce qu'on est en train de faire là, etc. Lancez-vous de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouvelles offres, exactement. Mettez en place effectivement à un moment donné de la publicité dans les médias, dans les réseaux sociaux, peu importe. Et enfin, on intègre effectivement après, on attaque la quatrième phase qui est celle de la culmination. D'accord. C'est le moment idéal pour se recentrer et mener à bien ces projets pour finalement ralentir et puis à un moment donné attaquer un nouveau cycle. En fait, la répétition sans fin de ces 4 phases s'inscrit dans un cycle ascendant de la réussite. Et à chaque nouvelle itération, on passe d'une phase à une autre et on va venir traverser ces 4 phases et on revient. Mais en fait, on revient en ayant évolué. On a accumulé de nouvelles expériences, on a gagné de nouvelles perspectives,
on a progressé et bref, on a évolué sur notre démarche personnelle, etc. On a monté d'un cran. Et c'est vraiment tiré du cycle Hudson. Il n'y a rien de nouveau, mais sauf qu'en fait, ça a été remodélisé au domaine de l'entrepreneuriat et c'est réellement mesuré. C'est une loi universelle au même titre que la loi de Pareto et les fameux 80-20. C'est quasiment la même chose. Ça a autant de véracité. Pour revenir, c'est clair, c'est une loi universelle. Je voulais juste revenir, par exemple, au plaisir et à la puissance de l'action. Est-ce que ça vous arrive, en fait, de défoncer des livres de dev perso, d'accord? Ou alors de participer à des séminaires, ou alors de regarder les unes après les autres les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube, d'accord? Et sans que ça change vraiment que dalle à votre vie, d'accord? Ça, c'est un truc vraiment, c'est un truc vraiment qui arrive à beaucoup de personnes. Et donc, à votre avis, en fait, comment vous pouvez transformer cette boulimie d'informations dans un moteur de changement profond et efficace, d'accord? En fait, l'immédiateté qui caractérise la vie moderne, ça a facilité la diffusion d'une mentalité où les résultats en fait, d'une action doivent être immédiats, tout simplement. Donc, si rien n'est visible au bout de quelques jours, alors ça veut dire que l'action entreprise n'est pas efficace et qu'il faut passer à autre chose. Ça n'a aucun sens, d'accord? Et l'addiction en fait à l'information, ça nous fait penser qu'il faut lire un autre livre, qu'il faut participer à un autre séminaire, qu'il suffit de continuer à chercher pour trouver la bonne réponse, d'accord? La solution magique. Sauf que comme on le sait tous, cette solution magique, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le problème, ce n'est pas la consommation d'informations. Lire, se renseigner, c'est un excellent outil pour transformer sa vie. Le problème, c'est cette addiction. D'accord? C'est le manque d'action. Et donc, il y a 3 étapes, justement. On va les, je vais les dire. Comme ça, on aura balancé pas mal de choses. Il y a 3 étapes pour avancer. C'est déjà moins d'informations. On vit dans un monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, dans les années 1900, il fallait, les gens avaient à peu près l'équivalent en information dans l'année que nous, on a par jour. D'accord? Ça veut dire qu'en une journée, on reçoit autant d'informations que les gens en 1900 recevaient dans toute l'année. D'accord? Donc, première étape, moins d'informations. Le point de départ dans l'aventure, en fait, c'est de décider ce que vous, d'accord, ce que vous voulez vraiment. D'accord? C'est la question la plus importante à se poser. Il n'y a que vous qui connaissez la réponse en plus. D'accord? Donc, quand vous découvrez ce qui vous motive vraiment et pourquoi ça vous motive, eh ben, vous pouvez justement casser le cycle de l'addiction, d'accord? Et la plus grande raison pour laquelle les gens ne passent pas à l'action, justement, c'est la peur. C'est la peur, d'accord? Donc, le perfectionnisme ou alors le doute, ok? La peur, le perfectionnisme ou le doute, d'accord? Et la vraie raison, en fait, la vraie raison, c'est l'impatience, d'accord? On ne passe pas à l'action parce qu'on ne voit pas de résultats immédiats. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entrepreneuriat? Il y a des gens, ça fait 2 mois qu'ils sont dans l'entrepreneuriat, ils viennent nous envoyer des messages en disant ça ne marche pas, les stratégies qu'on voit sur YouTube ne marchent pas. Vas-y, attends, mets en place quelque chose. Ça revient à la stratégie de contenu et puis même à la stratégie de mettre en place une communauté. C'est pas en 2 jours qu'on met en place une communauté. Il faut minimum 6 mois. Minimum 6 mois, d'accord. Et donc, toutes les choses de valeur dans la vie prennent du temps. D'accord? C'est comme ça. Prennent du temps et de la persistance. D'accord? Et même la santé ou alors la carrière professionnelle, ou alors les relations, tout ça, ça prend du temps. Combien de divorces parce que les gens croient qu'on arrive à construire un couple en 2 secondes? Mais ça n'a aucun sens. C'est faux. D'accord? Et justement, c'est les personnes patientes, d'accord, qui sont capables d'agir pour le long terme, d'accord, qui vont gagner. C'est eux qui gagnent. Et demandez-vous, en fait, est-ce que je consomme plus ou alors est-ce que je produis plus? C'est ça la question. Il y a ceux qui réussissent, en fait, et il y a ceux qui consomment. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui produisent. Donc, prenez l'habitude de passer à l'action, même si c'est peu pour commencer, mais produisez des choses concrètes. Produisez du contenu. Produisez de la valeur pour votre communauté, pour les gens qui vous suivent, pour vos prospects, pour vos clients. Produisez de la valeur. Arrêtez de consommer. D'accord? Et ensuite, c'est quoi la deuxième étape? Créer une nation. Créer une nation, tout simplement. Donc, oui, parce que personne ne réussit seul. C'est faux. Personne ne réussit seul. Vous aurez besoin des autres. Et cultiver un réseau de relations justement de qualité, c'est énorme. C'est énorme. C'est un énorme atout justement pour atteindre vos objectifs. Donc, vous pouvez créer en fait vous-même un réseau personnel très riche, d'accord? Une manière efficace pour le faire, c'est de connecter entre elles justement des personnes de votre réseau, de faire des croisements. Donc, devenez en fait un super connecteur, d'accord? Je te présente lui, ça se fait un croisement, d'accord? Et plus vous connectez de personnes, plus vous développez votre réseau. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup de Zig Ziglar. Il dit quoi? Il dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment d'autres personnes à obtenir ce qu'elles veulent. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ensuite,
bah, il est temps de vous transformer, les gars. Il est temps de vous transformer à travers votre neuroplasticité et votre épigénétique, d'accord? C'est la dernière étape pour se libérer justement de l'addiction à l'information, d'accord? Une partie du chemin, en fait, c'est de devenir un créateur, de produire, de faire, d'inspirer et de motiver les autres, d'accord? Pour passer justement de la passivité, de la passivité du consommateur, d'accord, à l'activité des créateurs. Et donc, comme dit David Lefrançois, encore une fois, dans ta vie, soit tu es consommateur, soit tu es victime, soit tu es créateur. Un consommateur, il est victime du contenu qu'il consomme. D'accord? Donc, c'est que il y a deux raisons principales, en fait, pour lesquelles on n'arrive pas à finir ce qu'on commence. Ben, c'est premièrement des tactiques inefficaces, d'accord, dans la gestion de notre temps, dans la gestion de notre effort, d'accord, et des obstacles. Et la deuxième étape, c'est les obstacles psychologiques, d'accord, qui impactent justement négativement notre comportement. Et ça, c'est 90% du problème, d'accord. Et le pouvoir est entre vos mains, d'accord. Vous devez bouger maintenant. Et finalement, c'est exactement ça qu'on apprend à faire à nos clients, en fait. C'est tout simplement ça, on leur apprend à bouger. On a toute une phase en fait de neurodéveloppement. Ça, c'est vraiment primordial. Avant même de commencer à travailler sur le business de la personne, on travaille vraiment sur son neurodéveloppement. Donc, systématiquement, première étape, on leur fait passer un test de neurotransmetteurs. Ce qui nous permet déjà à nous de comprendre en fait le mode de fonctionnement suivant leur dominante. D'accord. Ce qui permet aussi de leur expliquer comment ils fonctionnent. En plus, s'il y a des carences dans certains neurotransmetteurs, on les régule parce que sinon, ça va être très compliqué pour la suite. Ensuite, on travaille sur tout un processus qui permet de lier le conscient et l'inconscient, d'accord? Parce que pour rappel, le conscient traite en fait 2000 bits d'infos par seconde et l'inconscient 400 milliards. Donc en fait, ça revient, c'est l'équivalent de partir à la guerre avec 200 000 hommes, même s'ils sont ultra préparés. Si tu es en face de 400 milliards, tu n'as aucune chance, d'accord? Et donc, vouloir pérenniser un business sans travailler la puissance de son inconscient, ça revient à partir à la guerre contre 400 milliards de mecs. C'est impossible. Ensuite, on s'intéresse également aux besoins fondamentaux. Et ça, en fait, de la gestion des priorités et des responsabilités. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Ça, c'est primordial. On portera également une attention vraiment fondamentale sur les bonnes et les mauvaises habitudes pour pouvoir aussi réguler ça. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, juste avant. On parlait également du charisme, c'est-à-dire cette capacité aussi à avoir du leadership. Okay, parce que c'est primordial dans le monde des affaires. Si on veut incarner à un moment donné quelque chose de valorisant, une identité, il faut pouvoir à un moment donné avoir un minimum de leadership. Si on est vendeur, il faut avoir du leadership. On parle également de la gestion des relations et ça, c'est primordial. La gestion et de la motivation, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et la gestion des émotions et donc de l'intelligence émotionnelle. On parlera plus de l'intelligence émotionnelle. On parle également de la procrastination, mais cette fois-ci avec un angle et un prisme neuroscientifique. On met au clair également les niveaux logiques, les valeurs, les gestions de temps, la gestion du temps. Exactement. On fait la préparation, on fait de la préparation mentale. On travaille sur les zones d'ombre. On travaille également sur les croyances et les perceptions limitantes. On explique comment réellement optimiser son sommeil. Bref, tout ça, c'est la première étape. Ça dure à peu près 1 mois, d'accord? Ça a une puissance inouïe et c'est un vrai travail en profondeur et ça demande beaucoup, beaucoup de travail de la part des personnes qui s'impliquent avec nous. Et ensuite, donc là, tu parlais du premier mois, le deuxième mois, on travaille sur le neuromarketing. D'accord? Donc, on leur apprend à se positionner justement d'une manière qui impacte réellement le cerveau. D'accord? En fait, on voit l'avatar client sous un tout nouvel angle. On fait en sorte en fait qui détermine leur ciblage d'une manière ultra puissante. Et en fait, pour les tunnels de vente et les stratégies, on a une manière aussi de faire bien à nous, d'accord? Basé sur les neuromarketing. Sur le neuromarketing, tout simplement. Ensuite, le troisième mois, on leur apprend ce qu'on appelle la neurovente. Donc, que ce soit au téléphone ou alors en face-to-face, on a formé des closers là-dessus, d'accord? Il y en a même qui sont venus chez nous juste pour cette partie-là. Juste pour cette partie-là. On parle aussi neuromanagement. Pourquoi? Parce que une équipe et même des clients, j'ai envie de dire, ça se manage, d'accord? Et ça doit se manager très efficacement. Et donc, vous devez comprendre le cerveau de vos interlocuteurs pour pouvoir les manager correctement, d'accord? On parle ensuite de scalabilité, parce qu'à ce stade-là, en fait, la plupart ont déjà un business qui génère beaucoup de trésorerie, d'accord? Et donc, forcément, quand on arrive à un moment, ça stagne si on ne met pas en place la scalabilité, donc c'est-à-dire développer le business de manière exponentielle, tout simplement. Et ensuite, on va aussi voir, en fait, on a trouvé vraiment judicieux avec Mokhtar de parler de gestion de crise et de comment faire justement d'une crise une opportunité. On va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on a dit là, c'est sûr. Parce qu'en fait, vu la situation actuelle et vu ce qui vient, vu ce qui va arriver, ceux qui vont s'en sortir
seront ceux qui seront le mieux préparés, comme d'habitude. D'accord. Et donc, vous comprenez en fait maintenant pourquoi nos clients sont propulsés dans le futur, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'on leur donne accès à ce qu'on ne trouve même pas aux États-Unis. En fait, on collabore avec eux pour faire d'eux la référence justement de leur domaine et pour exploser les plafonds de verre, tout simplement, d'accord. Et on les rend autonomes et ultra performants, d'accord. Rappelez-vous, liberté et autonomie, d'accord. On les rend ultra autonomes et ultra performants, d'accord. On n'a pas un client qui nous a pas dit qu'on n'avait pas littéralement bouleversé leur vie. Peut-être qu'il y en a qui vont laisser des commentaires ici, d'accord. Ensuite, on va passer aux questions-réponses. Je pense, ouais, parce qu'elle a depuis tout à l'heure, ça commence à faire long. On peut continuer toute la nuit si vous voulez. Mais... Donc maintenant, si vous avez des questions, merci en tout cas de nous avoir écoutés. Ça fut plaisant. On a passé maintenant 1h30. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a en question. S'il n'y en a pas, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Attends bien. Pourrais-tu répéter le processus en 9 étapes? Val, tu peux répéter le processus en 9 étapes? On va même vous le taper si vous voulez. Les 9 étapes, qu'est-ce que tu appelles? Les 9 étapes, il y a 7 étapes. 7 étapes, 9 étapes, on ne se souvient pas. De toute façon, il y a une rediffusion. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Il y a que 3 questions ouvertes. Ça veut dire que c'est bon. C'est bon, on a été clair. Donc, on a été clair. Rebecca, Salim, merci d'être venu. Sandrine, merci. Sidi Diao, merci. Soraya, merci. Aïssa, merci. Merci d'avoir participé. Aïcha, Samsung, bravo, merci d'être venu. Bruce Wayne, on avait Batman avec nous. Ah ouais, Chiara, Daz, Eduardo. Eduardo, il est venu en retard peut-être. Ouais. Jérémy, Ibra, Kevin Sili. Ah, Kevin était là aussi. Salut à toi. Marco Robert, monsieur Marco Robert, une big dédicace à Marco. Marco Robert, Michael, Mr. G, Nabil, Nasrin, Omar Saïd. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ça là. Il y a des questions, elles arrivent, les questions. Elles arrivent. Beau gosse Valérien, merci. Pour moi. Bonjour. Vous avez dit que l'environnement influence. Bien sûr. C'est clair. Bien sûr. Bien sûr que l'environnement influence. C'est ce qu'on a dit en fait. Ça impacte et ça modifie complètement effectivement notre physionomie et puis notre physiologie. Donc forcément, comme on l'a dit au tout début, ça influence de manière soit positive, soit de manière négative. Bien sûr, ça a un impact et ça va modifier complètement notre interactivité, notre interaction avec notre environnement va avoir un impact sur notre épigénétique et sur notre neuroplasticité. Valérien et Mokhtar sont des coachs dignes de ce nom. Merci beaucoup. Bruce Wayne, j'ai une question. On attend, Bruce Wayne. Est-ce que tu peux arrêter de planer et puis voler dans les airs? Ensuite, c'est dit de rien, merci. C'est où qu'on signe, Kevin? On va vous envoyer un lien. Peut-être que tu peux envoyer un lien pour prendre rendez-vous surtout. Comment on fait? Pour prendre rendez-vous pour des appels. Si vous avez beaucoup de questions, parce que là, c'est clair qu'on peut pas tout. Ça fait déjà combien de temps? Il est quelle heure? 20h? Ah oui. 20h40. Ça va faire un peu long. Une personne qui pensait que son cerveau était cassé. Vous avez raconté l'histoire d'une personne. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Je ne vous connaissais pas. C'est la première fois. Et je vous écoute. Comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait à peu près plus d'une quinzaine d'années maintenant. Quinzaine d'années. On s'est rencontrés dans le cadre de l'entraînement et de la performance. J'étais entraîneur à l'époque et c'était un de mes élèves. Et du coup, après, on a fait un long chemin initiatique dans le domaine de la performance au niveau du sport. Et puis après, on s'est séparés pendant quelques années et on a eu chacun notre parcours. Lui dans le domaine de la formation et du coaching,
Il a suivi beaucoup de formations. Et puis moi, ben, dans le domaine de la science et de la recherche. Et du coup, ben, après, on s'est retrouvés il y a maintenant quelques années. On a collaboré sur pas mal de travaux. On s'est retrouvés sur un séminaire il y a à peu près 4 ans. Et puis après, ben, voilà, on est là maintenant aujourd'hui. Donc, ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît. Si ça peut répondre à ta question. Et donc, Mehmet. j'ai répondu aux 9 étapes, non? Ouais, non, je ne sais pas si tu as répondu. J'ai répété les 9 étapes, non? Non, répète, je pense que Bruce Wayne voulait ça. Non, je ne sais pas si c'est Bruce Wayne. Je crois que c'était Mr. G. Okay. Alors, Donc, mon ami, les 9 étapes, bah, c'est attendre, premièrement. Oh, tu peux les noter, toi, là? Comment je peux les noter? C'est pas. Ouais, répondre. Attendre, ouais, voilà, répondre. Taper la réponse. Je vais taper la réponse. Bah, vas-y, dis-le, il va les noter en même temps. C'est pas grave. Donc, attendre, reculer, d'accord? Respirer profondément, absorber ce qui s'est passé, ok? Assimiler ce qui s'est passé, accepter ce qui s'est passé, accueillir la situation, d'accord? Ensuite, se débarrasser du sentiment justement de défaite et arrêter de tourner en rond, d'accord? Et donc voilà, c'est ça les 9 étapes. Après, c'est vraiment, ça ressemble un peu aux étapes du deuil, finalement. Il y a Bruce Wayne qui dit comment la personne a fait pour s'en sortir quand elle croyait que son cerveau était cassé. Parce que récemment, j'étais en éveil, etc. J'étais stressé. Non. Etc. Vas-y, explique-lui en fait comment elle a On a tout simplement réglé ses neurotransmetteurs. Ça a été la première chose. Et puis après, on a fait un gros travail en profondeur. Effectivement, ce qu'on a dit sur notre protocole, l'intégralité. C'est ça. Sur ses croyances limitantes, sur sa vision, sur sa projection, sur ses objectifs, ses attentes. Il y a d'autres questions? Comment? Merci beaucoup, Goupil. Aurélien, vous êtes au top, vraiment top. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir, ça nous touche énormément. En tout cas, on va tâcher de produire énormément de contenu de ce genre, qui vont être orientés essentiellement aux entrepreneurs, avec une valeur ajoutée sur la partie neuroscientifique, qui va vous permettre vraiment d'aborder le neuromarketing, le neuromanagement, la neurovente avec beaucoup de facilité. Donc, encore une fois, on va démystifier beaucoup de croyances et vous rendre accessible la science. Donc, voilà. Donc, on vous remercie tous pour votre participation. J'espère que vous avez pris un max de valeur, en tout cas, que vous avez pris des notes, okay, que vous avez passé à l'action surtout.